Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Je suis Léo Brunet, cofondateur de Vision Dev, une entreprise d'équité privée spécialisée en immobilier. Dans le parcours de bâtir un portefeuille d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, j'interviewe des gens avec des grands accomplissements pour en apprendre plus sur leur parcours puis les astuces, les leçons qui en sont ressorties de ce parcours-là. Dans cet épisode, j'ai interviewé Dan Saint-Aubin, qui est le fondateur de Northco, une entreprise en construction-rénovation d'une 60aine d'employés puis qui génère un revenu de presque 10 millions de dollars par année. C'est un ami de longue date. C'est un gars absolument inspirant pour moi. C'est un leader naturel. Puis Dan, il touche à tout. C'est un boxeur, il a pour au-dessus de 10 matchs de compléter. C'est un artiste peintre, c'est un chasseur. Puis tout ça en étant un gars quand même très spirituel et introspectif. Il est venu nous raconter comment est-ce qu'il est passé d'être un petit gars de la campagne qui ne savait pas c'était quoi un courriel à un incroyable homme d'affaires qui a investi des millions de dollars maintenant dans l'immobilier, qui est super impliqué dans sa communauté. C'est une histoire qui est touchante par des grands défis personnels, des défaites, mais aussi des grands succès, beaucoup de croissance dans tout ça. On est allé aussi dans les détails sur ce que c'est d'opérer une entreprise de cette taille-là, puis avec cette complexité-là. Comment est-ce que Dan maintient une hygiène de vie, tant pour son corps que pour sa santé mentale. Bref, je vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir cet épisode-là, mais vous voudrez définitivement pas le rater. Fait que c'est ça, Dan, j'avais vraiment hâte de t'avoir sur le show. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps que je te vois progresser. Tu m'impressionnes vraiment par rapport à où est-ce que tu es rendu, de où est-ce que tu es parti. Et tu runs une grosse entreprise de construction, mais je pense que c'est tout le développement que tu as fait dans ton passé qui t'a permis d'être capable de runner ça aujourd'hui. Puis j'ai eu la chance de te voir cheminer dans tout ce temps-là, puis de te voir exploser. Puis aujourd'hui, j'essaie de m'inspirer de ton parcours pour diriger le mien. Fait que je suis bien content que tu sois sur le podcast pour qu'on parle de tout ça, puis que tu puisses nous raconter comment tu y es arrivé, c'est quoi les apprentissages que tu as fait, etc. Puis on va parler de mindset beaucoup, parce que je pense que ça t'a servi beaucoup. Mm-hmm. Comme à la boxe, en art, dans ta business, dans ta vie personnelle. Puis aujourd'hui, tu t'en sers comme un de tes outils principaux. Je suis sûr de bien gérer ton mindset. Je sais que tu travailles beaucoup là-dessus. Mais aussi, je suis curieux de savoir comment tu as réussi à construire l'entreprise que tu as là. Puis c'est quoi les clés qui sont sorties de tout ça pour y arriver. Fait que commençons simplement avec ton parcours. Parle-nous un peu de ta journée, ton journey d'entrepreneur. Ça a commencé où? C'est quand la première fois que tu t'es perçu comme un entrepreneur ou que tu as eu des rêves de devenir un entrepreneur? Ça remonte où? Ça remonte pas mal loin. Je vais t'en étoiler. Mais premièrement, je suis juste un remercier de m'avoir sur le show. Écoute, j'ai vu que tu as commencé ça, puis je trouvais ça vraiment inspirant. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'on a un peu commencé notre parcours un peu ensemble avec Scholars at Your Service, notre franchise de peinture. Puis un des premiers souvenirs que j'ai de toi, c'est quand que j'étais vétéran. Je pense que c'était sur ma 2e ou ma 3e année, puis tu étais l'année rookie, puis tu m'avais appelé justement pour avoir des conseils, puis avoir des trucs pour comment runner une bonne business. Puis je pense que c'est là notre Ça parcours. fait longtemps que je te demande des conseils. Mais c'est juste le fun de te voir où tu es rendu aujourd'hui avec ta business d'immobilier, puis ta business de podcast. C'est vraiment impressionnant. Mais où ça a commencé, c'est... Dans le fond, ça a commencé avec, je te dirais, mon premier mentor qui est, dans le fond, le cousin à mon père, que dans le fond, j'appelle mon oncle Carmen. C'est un peu là où ça a commencé quand j'étais vraiment, vraiment plus jeune. Lui, il avait une compagnie. C'est le meilleur chum à mon père. Puis, il était souvent dans ma vie, tout ça. Puis, lui, il avait une business de guichet automatique. Puis, je me souviens, à un très jeune âge, il venait à la maison en cravate, complet. Puis, je suis tout le temps attiré vers ça. Quel âge? Moi, j'avais peut-être comme 6-7 ans dans ce temps-là. OK, ouais, tout petit. 6-7 ans, puis je disais à mes parents, hey, écoute, moi aussi, je vais avoir une cravate, puis je vais aller à l'école en cravate. Je me souviens, mes parents m'avaient acheté un complet avec une cravate Mickey Mouse, puis j'allais à l'école avec ça. C'était juste drôle. T'es sérieux? Ouais. J'ai une couple de photos. Au pire, je t'envoyerai ça. Tu peux peut-être mettre ça dans le background sur le show. Mais c'est ça, je me souviens de ça, c'est vraiment que ça a commencé. Puis c'était quoi que tu... Donc,
ça représentait quoi pour toi, l'homme en cravate? Je sais pas. C'est ça qui est drôle, c'est que ça m'attirait intuitivement. Puis, tu sais, on va en parler un peu sur le show. Je te dirais, une de mes plus grosses forces, c'est que je fais quasiment 85% de mes décisions puis de ma vie, tout par intuition. Alors, la plupart de mes décisions, je ne le fais pas consciemment. Je le fais pas... c'est pas quelque chose que je pense en généralement, mais la plupart de mes décisions, je le fais intuitivement. Ça, c'est un skill que j'ai développé avec le temps. Puis, je te dirais que dans plusieurs scénarios de ma vie, ça me donne un edge sur beaucoup de gens parce que je fais tout par intuition. Il y a des décisions que je prends que je ne sais pas pourquoi je le prends, juste je le feel. C'est tout dans mon gut. Ça a été vraiment une grande force pour moi dans ma vie. Mais pour revenir au début de mon histoire, c'est ça, c'est dans le fond, c'est mon oncle Armand qui a commencé à m'inspirer. Puis après ça, mon père, c'est un bûcheron, un homme qui a travaillé fort toute sa vie. Il n'a pas d'éducation, mais il a vraiment réussi vraiment bien. Il a commencé sa carrière en tant que bûcheron, puis éventuellement, il a ouvert sa première business quand j'avais 9-10 ans, à bâtir des maisons à log. Puis, j'étais vraiment chanceux d'avoir un père qui a commencé à me montrer à moi et mon petit frère travailler dans le domaine de la construction. Puis c'est là où, sans m'en rendre compte, entre un mix de mon oncle qui était en business, puis un côté vraiment traditionnel, puis entre mon père qui bâtissait des maisons à log côté construction, ça a comme créé un mix de qui je suis aujourd'hui, sans m'en rendre compte. Mon père me donnait à travailler, mon père, sur les chantiers de construction dans la campagne. Dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, c'était moins réglementé. Mais en campagne, c'est un petit peu plus différent. Mais commencé à travailler sur des petits jobs avec mon père, j'avais 9-10 ans. Puis mon frère avait un petit peu plus jeune que moi, lui, il avait 7-8 ans. Puis je me souviens, le premier job qu'on a fait, on était en train de restaurer une maison à log. Puis, tu sais, dans le temps, où on appelle ça du chinking, un peu comme, tu sais, les lignes sites, dans le fond. Les joints des logs, c'était tout en ciment. So, je me souviens, on chippait ça. J'avais 10 ans, puis je pense que j'ai fait comme une bonne semaine et demie de chipper du ciment à 10 ans. So, j'ai compris assez jeune que travailler fort, c'était comme une game. Tu sais, so, moi, dans ma tête, j'étais élevé à travailler fort. C'est pour le fun. C'est quelque chose qui était le fun, tu sais. Parce qu'il n'y avait rien de plus intéressant pour moi et puis mon frère durant l'été de travailler avec notre père. Tu sais, c'était vraiment inspirant. Puis, on a développé à un très jeune âge un work ethic sans même s'en rendre compte. Tu sais, pour nous autres, c'était pour le fun. Sur le fond, c'est là où ça a commencé, sans m'en rendre compte. Puis, à l'adolescence, moi et mon petit frère, mon père nous a dit écoute, les boys, vous devriez partir votre propre business. Puis, on a dit ah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais tu sais, à l'hiver, vous pouvez pelleter des toits. Puis, à l'été, vous pouvez ramasser des feuilles puis nettoyer des chalets. So, on a commencé moi, j'avais 13 ans, puis mon frère, il avait 11 ans. Puis, on a ouvert notre premier business ensemble. So, durant tout l'été au complet, on chargeait 300$. Par chalet, puis on nettoyait tous les chalets, les feuilles, on raclait, on faisait tout ça au printemps, puis on faisait tout ça à l'automne. Puis à l'été, on travaillait avec notre père sur les chantiers de construction, puis à l'hiver, on pelletait des toits. So, tu sais, à 12-13 ans, on tassait les toits, puis on pelletait tous les chalets, tout ça. Puis c'est même qu'on a commencé à faire de l'argent un peu dans ce domaine-là, puis qui nous a un peu aidé dans le futur à financer ma première business, Scholarship at Your Service, avec toi. Puis c'est là que ça a commencé. Okay. Un très jeune âge dans le bois, puis... Fait un début assez naturel, organique, de père en fils. Puis, y a-tu des leçons que tu as tirées de tous tes apprentissages avec ton père qui t'ont servi en business puis qui te servent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as tiré de l'expérience familiale pour la business? Oui, tu sais, une des plus grandes choses que j'ai appris, je vais toujours m'en souvenir, un des conseils que mon père m'a donné, je me souviens un petit peu plus tard. Mais juste te donner un petit détail, avant que je commence Scholarship at Your Service, j'ai comme pris une différente trail. Lui, mon frère, il a vraiment trippé sur le domaine de la construction. Puis c'est pas quelque chose que je partage souvent, surtout pas avec mes employés ou ma gang, mais c'est quelque chose quand même qui est vrai puis qui fait partie de mon journey, puis qui fait partie un peu de pourquoi que je suis à un niveau de business que je suis en ce moment. C'est parce que je me suis jamais considéré comme un gars de construction. C'était pas ça mon intérêt. Quand je suis né un petit peu plus vieux,
Mon père, il voulait que je prenne la business familiale des maisons à mais moi, la construction, ça ne m'intéressait pas. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que ça ne m'attirait pas tant que ça, être dans le domaine de la construction. Puis mon petit frère, lui, c'est complètement le contraire. Lui, il avait une passion pour ça. Il est allé à l'école, il est allé faire son métier de charpente et menuiserie. Il était un génie en mathématiques, puis il était passionné de la construction. Puis moi, c'était le contraire. Je le faisais parce que je voulais être avec mon père. Mais mon petit frère était meilleur que moi. So, le fait de voir mon petit frère qui était meilleur que moi, puis la raison pourquoi il était meilleur, c'est simple, parce que j'avais quand même 2 ans sur lui côté expérience, puis on a le même background. La raison pourquoi il était meilleur que moi, c'était la passion. Ouais. Puis encore là, intuitivement, je suis comme, non, c'est pas fait pour moi la construction. C'est quoi qui t'attirait? Le monde. Le monde. Le monde. J'étais attiré vers le monde. Je voulais aller en vente. Puis c'est là où, je te disais tantôt, le mix de mon oncle et mon père, mon oncle, lui, était en vente. C'est quand mon oncle me parlait de sa business, qu'il allait vendre des guichets automatiques, qu'il se promenait de ville en ville, et ça m'attirait. C'est vraiment vers là que j'ai voulu aller. Je me suis aventuré un peu dans ce côté-là. Puis c'est là un peu où j'ai tombé sur mon chemin de Scholars of the Service. Jamais de la vie, j'aurais pensé que j'aurais acheté une franchise de peinture étudiant. Puis c'est là où un peu où j'ai rencontré Charles, dans le temps, Charles Labonté, qui était président de Scholars of the Service, qui a recruté un peu Simon puis moi. Puis c'est là que j'ai commencé la business. Puis je vais toujours m'en souvenir parce que, tu sais, un peu mon background, mon père, c'était pas lire, c'est pas écrit, il n'a jamais été école de sa vie. So, lui, mon père commençait à bûcher, il avait 12 ans. So, à 12 ans, il avait une grosse barbe. Il rentrait dans les bars à 13 ans. Puis, tu sais, c'était un autre monde là, dans le temps, tu sais. Puis, il a rendu un homme à 13-14 ans, c'était un homme, tu sais. Puis, il bûchait, puis là, ça l'a un peu déteint sur moi et mon frère. Ce qui fait que moi et mon frère, on est dyslexique, on a les problèmes de prononciation. On n'était pas vraiment bon à l'école. Sur tout le système d'éducation, c'était pas vraiment quelque chose qui était facile pour nous autres. Puis c'était pas quelque chose qu'on était attirés. Tu me dis, toi et ton frère, vous avez des difficultés d'apprentissage. C'est-tu plus parce que tu penses vous n'avez pas été exposés à l'école ou c'était pas une valeur dans la famille parce que tu peux réussir sans l'école ou c'est juste la loterie? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'on n'a pas été exposé à... On n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. On n'a pas été exposé à ce côté-là d'apprentissage, surtout dans le boom des années 2000 de l'Internet. Ouais. Nous autres, on n'a pas eu accès à ça. Deuxième chose, on était dans un village qui fait que notre école primaire puis notre école secondaire était très loin. Qui fait que on ne pouvait pas nécessairement faire des activités d'école après mettons, les heures d'école. Troisième chose, on vivait en dehors du village, qui fait qu'on était tout le temps à la maison, soit à l'école ou on travaillait avec notre père dans le bois. Le soir et fin de semaine, on faisait soit la chasse avec mon père, de la pêche avec mon père. On faisait on travaillait sur notre terrain, puis l'été, mais on travaillait avec mon père dans la construction. On n'a pas passé beaucoup de temps avec une éducation qui était pas conventionnelle. Non, certaine façon. Ça. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que, en rétrospective, l'éducation que tu as eue par rapport à l'éducation que d'autres mondes autour de toi ont eue, qui est plus traditionnelle ou conventionnelle, qu'est-ce que ça t'a amené de plus? Moi, de mon côté, je suis très content. J'ai eu un background non traditionnel parce que ça m'a donné un edge sur tout le monde de plusieurs façons. Puis c'est là que tu me poses cette question. De quelle façon, je suis curieux? Parce que c'est un peu là où je m'en allais. Parce que là, j'arrive dans une situation où je suis à Ottawa. Je commence une franchise à Ottawa. Je parle pas anglais. Je viens d'une petite région, puis mon père ne parle pas anglais. Moi, on ne parlait pas anglais à la maison. J'arrive à une situation où pour la première fois, je suis dans une grande ville. Je n'ai jamais eu de business vraiment traditionnel. Je ne sais même pas c'est quoi un email. Je me souviens quand on va en train de faire notre cours de franchise, alors qu'on va vous envoyer des emails. Moi, je suis comme, what the fuck is an email? C'est même pas pantoute. Je ne savais même pas c'était quoi un email. Ça, c'était vraiment... T'avais quel âge? J'avais 19 ans. 19-20 ans. Puis j'étais comme OK. Le gars, il a grandi dans le bois. Ouais, c'est ça. Puis là, la patente, c'est là, la vérité, pour même être un gars qui. Je suis un gars qui fonce dans la vie, puis j'ai vécu des expériences qui est vraiment épeurant pour du monde normal, mettons, je dirais. Mais là, moi, je suis rendu dans un monde normal où pour moi, c'était pas normal. Là, j'étais intimidé. Exemples d'expériences que
pas grand monde ont vécu. Ouais, j'en ai plusieurs. Tu sais, on peut rentrer là-dedans après qui est vraiment intéressant. Mais juste pour finir mon loop, là, je fais face à plein d'étudiants à l'université. Tout du monde fucking intelligent, du monde développé, du monde cultivé, du monde qui ont eu accès à différentes expériences de ville, différentes, où ils avaient accès à plusieurs activités de développement, tu sais, où ce que moi, j'avais pas accès, des sports, tu sais, toutes des opportunités où ce que moi, j'avais pas dans le bois, tu sais. J'arrive, puis je suis exposé à ça, puis je suis exposé à du monde qui sont, je te dirais, un IQ traditionnel bien plus élevé que moi. Surtout côté éducation. Tu sais, moi, au secondaire, j'ai fait mon secondaire. Il faut que j'aille à l'école des adultes pour finir mon secondaire. L'université, cégep, oublie ça, c'est hors de question pour moi. Je n'avais pas les capacités IQ qu'on appelle pour aller de ce côté-là. Alors, la vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment parlé à personne, mais j'étais vraiment intimidé. Toujours m'en souvenir, j'ai appelé mon père, je suis comme, hey, père, je sais pas, je peux faire ça. Man, ces gars-là sont smart. Tu sais, moi, je suis pas nécessairement smart, puis comme, je sais pas, je vais être capable de réussir. Puis, tu sais, on venait de commencer à franchiser. J'étais le dernier, on était à peu près 50 franchisés. J'étais en dernière place côté vente. J'étais découragé parce que j'étais pas capable de signer des jobs à cause que, premièrement, je parlais pas super bien anglais. Je comprenais pas vraiment comment ça marchait la peinture. Puis, j'avais la misère avec les emails, tu sais, tout ne marchait pas dans ma faveur. Puis mon père m'a dit quelque chose. Il dit, sois toi. Il dit, fais ce que tu es le meilleur à, puis c'est travailler fort. Il dit, si tu travailles 2-3 fois plus fort que tout le monde, au bout de la run, tu vas gagner. Il m'a dit ça, fuck, c'est pas une mauvaise idée. Là, j'ai commencé à travailler comme un mongol. Tu sais, l'avantage que j'avais, moi, j'étais à temps plein là-dedans, j'étais all-in. Moi, je prenais ça comme une carrière. Tu sais, les étudiants, ils mettaient 20-25 heures semaine, des fois 30 heures semaine dans leur business. Moi, j'en mettais 70-80. Moi, je travaillais 70-80, des fois 100 heures semaine. Je cognais, tu sais, je me souviens, leur recommandation de porte-à-porte, c'était de 5 heures à 8 heures, de telle journée à telle journée. Moi, c'était tous les soirs, toutes les fins de semaine. N'importe quelle heure de la journée, je cogne aux portes. J'écoutais pas vraiment la structure traditionnelle. J'ai vraiment été all-in, puis je travaillais 80-90 heures semaine. Puis cette année-là, j'ai fini 3e dans la franchise, puis l'année d'après, j'ai fini premier, puis l'année d'après, encore premier. C'était vraiment ça où j'étais allé all-in sur mes forces au lieu de me décourager sur mes faiblesses. Puis tu as fini par savoir envoyer un email. Oui, finalement. Finalement, j'ai compris c'était quoi un Gmail, puis mais c'était drôle parce que c'était la première fois que j'ai cogné à la porte, puis le client dit, yeah, I'll give you my email and just send me an email. J'étais comme, what the fuck, c'est quoi ça, un email? Oh, OK. Puis là, je vais toujours mentionner, j'ai appelé mon coach, puis dans le temps, puis là, il a dit, OK, Dan, c'est comme, faut qu'on te set up avec un email. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi que c'est? Il dit, c'est comme un genre de quelque chose dans le cloud, là, puis que tu vas dessus, puis que tu peux envoyer un message électronique à quelqu'un d'autre. Je dis, ah ouais, c'est. Puis, tu sais, dans ce temps-là, garde en tête que les cellulaires, même les cellulaires, ça venait de commencer. Le texting, ça. Tu sais, moi, j'avais pas de cellulaire. On venait juste d'avoir commencé à avoir un cellulaire. Sur le texting, c'était comme vraiment, pour moi, avancé. Là, tu sais, se texter, c'était comme vraiment avancé. Moi, j'étais encore dans le back in the days où on faisait le cadran et on s'appelait, là, tu sais. Ça, c'est le début de mon histoire. Tu penses c'est quoi que ton coach, quand il t'a sélectionné, tu sais, il y a un processus de sélection dans Scholars, tous des universitaires, ils essayent de prendre les plus sharp dans la gang, les plus motivés. Toi, t'arrives du bois, tu sais pas c'est quoi un email. Qu'est-ce que tu penses qu'il a vu? Quoi il t'a pris? C'est une bonne question, je sais pas. Tu en as pas parlé. C'est sûr, je n'ai pas dit que je connaissais pas d'email, parce que je savais même pas si ça existait ça, déjà là en partant. Mais je te dirais, c'est côté vente. Ton charisme. Peut-être mon charisme aussi, mon authenticité. Je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un qui dit tout ce que je pense. Des fois, avec l'expérience, j'ai appris à faire attention avec ça. Parce qu'à un plus jeune âge, des fois, je pouvais dire des choses que je pouvais blesser des gens. Parce que je suis un gars vraiment direct. Je suis un gars, j'ai pas de filtre. Moi, ce que je pense, je peux te le dire, j'ai aucun trouble avec ça. Sauf quand j'étais jeune, il faut que je fasse attention parce que des fois, tu peux blesser quelqu'un. Sauf que j'ai appris à comment mieux utiliser cette facette, cette personnalité-là de moi. Je te dirais, je probablement le côté vente puis le côté networking. Parce qu'avant, je commence Scholars, où ce que j'avais commencé ma carrière dans le domaine de la vente, c'était je faisais un peu du MLM. Je ne sais pas si tu connais ça.
Multi-level marketing, ouais. Multi-level marketing, c'était ma Marketing première... de réseau. Ouais, marketing de réseau, c'est exactement ça en français. J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans et demi. C'est quoi, tu vendais des couteaux? Non, c'était pas des couteaux, c'était du café. C'est un business de café santé de quelque sorte de même. Puis, tu sais, ça n'a pas vraiment marché. On a quand même fait de l'argent, mais c'est pas vraiment seulement l'argent ou ce que j'ai fait ou j'ai eu du succès. Ce qui m'a apporté, c'est vraiment comment apprendre à faire des contacts, comment apprendre à vendre, comment apprendre à se mettre, tu sais, à bâtir une équipe. C'est vraiment ça que j'ai appris. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi comme franchisé. Ça que j'ai amené un petit background de ce côté-là. Puis dans Scholars, je pense que tu as eu la plus grosse franchise de l'histoire de Scholars ou à peu près. C'était quoi, 400-500 000 de revenus de peinture en une année avec des étudiants? Je pense pas que c'était autant que ça. Je pense que c'était proche de 300 000 qu'on avait 300 000, fait. OK. Ouais, je pense que c'était 300 000 qu'on avait fait. Mais, fait que tu as eu une progression pour vendre 300 000 puis la produire de peinture, de contrat de peinture à 1000 ouais, c'est du stock, c'est de la job à gérer en été, dans une courte saison, parce que la plupart de ces contrats-là sont à l'extérieur. Fait que t'as comme pas beaucoup de temps pour les faire. Je l'ai fait aussi. tu sais que c'est pas facile. C'est un défi, ouais. Surtout qu'on est jeune à ce moment-là, on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Fait que qu'est-ce que tu dirais quand tu as commencé puis tu étais dernier sur le leaderboard puis que tu as fini puis tu étais comme premier, mais de loin, puis tu clenchais tout le monde? Tu disais, je suis attiré vers le monde. Puis une business de même, c'est de la vente, mais c'est du recrutement aussi, c'est du leadership. Tu deals juste avec du monde. La peinture, là-dedans, c'est un peu un prétexte. C'est pas compliqué à faire. C'est de gérer tout ce monde-là. Puis, qu'est-ce que tu dirais, c'est les apprentissages clés que tu as fait? Qu'est-ce qui a changé entre Dan quand il a commencé puis Dan à la fin? La première chose que j'ai faite, je me suis dit, OK, si je veux, if I want to win at this game, il faut que je fasse les choses différentes que les autres. Parce que je savais que les autres étaient plus intelligents que moi. Je savais qu'il y avait accès à plus leur réseau de contacts était plus grand que moi. Tu sais, leurs chums, leurs amis, ils vivaient en ville. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose de différent que les autres. Je me suis dit, je vais faire des annonces. Dans ce temps-là, c'était Kijiji. Puis même là, il faut que je demande à un ami qui m'aide pour mettre des annonces Kijiji. Puis je ne savais même pas comment ça marchait. Ça montrait un peu où est-ce que je partais, là. Puis je me suis dit, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a 2, 3, 4 ans d'expérience en peinture. Puis je me suis dit, si je peux vendre l'idée à des clients que je suis le meilleur, même avant que je sois le meilleur, mais il faut que je sois capable de le backer. Puis la semaine là, je peux backer ce que je vais vendre. Ça me prend quelqu'un qui est 3, 4 fois meilleur que moi dans le domaine de la peinture parce que je connaissais fuck all dans ce temps-là. So, par le temps que j'ai commencé à faire du porte-à-porte, pogner des leads, puis commencer à vendre ça, parce que, tu sais, comment ça marche dans la peinture, c'est durant l'hiver, on pre-sell tous nos jobs, puis à l'été, on les produit. Mm-hmm. So, je savais que j'avais tout l'hiver pour produire ça. So, moi, ce que je faisais, c'est que je vendais mon futur. Je vendais qui je voulais être. So, je ne sais pas comment j'ai fait pour venir avec cette idée-là, mais c'est ça que j'ai fait. C'est exactement ça que j'ai fait. Je cognais aux portes, puis quand je pognais les livres, j'allais faire des estimés. Je disais que j'étais le franchisé de l'année de la compagnie. Parce que c'était ça mon but. Mon but, c'est être le franchise manager of the year. C'est ça que je vendais à mes estimés. Mais je connaissais fuck all en peinture, puis j'avais jamais produit une job encore. Mais je vendais qui je voulais être. Je vendais mon futur. Puis tu disais, tu t'es associé à un gars qui avait de l'expérience pour... Oui. Je disais que te backer pour la qualité des projets. Je disais que j'avais beaucoup d'expérience. Je disais que j'avais un chef d'équipe qui avait beaucoup. Puis j'ai comme créé mon futur, dans le fond. Puis c'est ça que je vendais. Puis je pense avec la loi d'attraction, dans ce temps-là, je ne comprenais pas si c'est ça que je faisais. Mais intuitivement, je pense que j'ai utilisé la loi d'attraction en ma faveur. Parce que je disais que j'avais engagé un gars qui, lui, ça faisait 4-5 ans qu'il était dans le domaine de la peinture, que c'était un pro. Tu l'avais-tu, ce gars-là? Pas encore. Okay. Ce gars-là, by the way, il s'appelle Dave. Tu vas voir que c'est une belle histoire de toute cette histoire-là. Puis là, j'ai commencé à mettre des annonces sur Kijiji, puis ça m'a pris à peu près 2 mois et demi. Puis là, j'avais du monde qui appliquait, mais pas la personne intuitivement que je recherchais. So là, j'ai commencé à signer des jobs. Et là, à un moment donné, la pression commence à monter parce que là, moi, je dis à tout ce monde-là que j'étais un franchisé de l'année, que j'étais le meilleur franchisé de la compagnie, que j'étais le top of the game. Puis tout le temps, j'étais un rookie, puis je connaissais fuck all de ce que je faisais.
Puis là, j'ai passé une entrevue. Le gars s'appelait Dave, je dois toujours m'en souvenir. Puis là, tu sais, moi, je n'étais pas trop. Je me le rends compte. Hey, Dave, you do painting? Yes. Puis là, tu sais, je commence à lui poser une couple de questions de base de peinture. Puis lui, il avait fait 3 ans en tant que chef d'équipe de peinture pour Katrina. Katrina, c'était la top franchise manager de ma compétition. So, en cognant des portes puis en marchant dans mon territoire, j'ai réalisé que j'avais un autre franchisé. Puis elle, ça sa dernière année avant. So, elle a comme laissé aller. Ça faisait 4 ans qu'elle était franchisée dans mon territoire. Parce que quand je cognais aux portes, tout le monde pensait que j'étais à Student Work, qui était notre compétition. Mais elle s'appelait Katrina O'Neill. Puis elle ça faisait 4 ans qu'elle était dans mon quartier. Puis lui, c'est son meilleur peintre à elle. So, j'ai attiré ce gars-là vers moi, je l'ai rencontré, j'ai dit, OK, I want you on my team. So, je l'ai engagé. Puis c'est lui qui était mon premier employé que j'ai engagé dans toute ma vie. Puis, histoire courte, on a fini dans le top 3 cette année-là. Pendant qu'on a fini toute la production, j'ai fini top 1 côté production parce que j'ai continué à produire tout l'automne, tout l'hiver. Puis l'année d'après, on a fini franchisé de l'année. Pendant 2 ans de suite, on était seulement une des 4 franchises de l'histoire de Scholars à faire en haut de 200 000 de revenus. 2 fois de suite, on est les seuls à l'avoir fait dans la compagnie, dans l'histoire de la compagnie. Puis aujourd'hui, il est mon partner dans Norco. Malade. Ouais. So, de premier employé à mon business partner. Puis on va faire un chiffre d'affaires de proche de 7,2 à 7,5 millions cette année dans le domaine de la construction. C'était écœurant, Dan, puis c'est juste le début. C'est fou. Ouais. So, tu conseilles, vends tout le temps ton futur. Ouais. Puis, tu sais, vendre son futur, c'est un peu comme prendre de la dette pour croître. Tu sais, ça vient avec une responsabilité, une pression. Comment tu te dealais avec cette pression-là? Je sais pas pourquoi, moi, plus j'ai de pression, plus que je performe. J'ai tout le temps été comme ça. So, je me mets tout le temps dans des situations, il y a du monde qui a de la misère à faire ça. Ça, c'est une de mes forces, je te dirais. C'est une de mes qualités où je te dirais, j'ai un edge, pas mal beaucoup de gens. Je vais toujours me mettre dans une position où I need to deliver because j'ai overcommitted. Tu comprends? Puis je fais ça dans tout ce que je fais, que ce soit un deal immobilier, que ce soit dans ma business, que ce soit... Je me mets dans une position où j'ai pas le choix de le faire. Puis quand tu n'as pas le choix de le faire, tu trouves des solutions. Il n'y a pas de « Ah, mais tu sais quoi, finalement, c'est pas grave. Je vais juste, à la place de faire ça, je vais faire quelque chose de plus petit. » Ou ouais, au lieu de faire ce deal-là, mais je vais m'associer avec quelqu'un moins gros. Ou je vais faire tel projet moins gros. So, moi, ce que je fais à la place, c'est que je me mets dans une situation « OK, fuck. Si je fais pas ça, je suis dans la merde. » Puis le fait de faire ça, je suis tellement commit à ma mission. Je suis tellement commit au but que je me suis mis. Puis là, ça crée énormément une grande pression sur moi. Puis c'est là où je performe le mieux. Donc, tu performes, mais est-ce que ça te brûle? Est-ce qu'à longue, tu sais, c'est dur de vivre avec cette pression-là? Comment tu deals avec ça? Au début, j'avais pas beaucoup d'expérience de vie. So, au début, je commettais trop à trop. Right? But guess what? How can you know you're going too far? Comment tu peux savoir si tu t'es allé trop loin? C'est d'aller trop loin. So, je te dirais, un des conseils que je peux donner à tous les jeunes dans la vingtaine, just go there and fuck it up. Juste prends le risque, puis prends le plus gros risque que tu peux, puis fuck it up. Là, tu vas apprendre comment loin tu peux aller. Tu vas apprendre tes capacités. Où est ta limite? Ouais, tu vas apprendre ta limite. Tu vas apprendre qui t'es. You know? Go test yourself. Puis c'est pas dans la trentaine, dans la quarantaine de faire ça. C'est pas le temps. Là, tu vas avoir une famille, tu vas avoir des business. C'est pas le temps de prendre des gros risques. Le temps de prendre des fucking gros risques dans la vingtaine, que même si tu faillis puis tu perds tout, c'est pas grave parce qu'il te reste toute une vie pour le refaire. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Sans même le réaliser, j'ai pris des gros risques qui fait que dans ma vingtaine, I feel big. T'sais, j'ai vraiment failli big. Mais t'as aussi réussi big, là? Oui, parce que j'ai failli big. Puis le fait que j'ai failli big à un très jeune âge, j'ai eu assez de temps pour rebâtir à nouveau, puis le rebâtir solide, puis apprendre de mes erreurs, puis à refaire les mêmes erreurs de grossir trop vite, de prendre des gros risques sans calculation, puis d'apprendre à me connaître où sont mes limites, tu sais. T'as-tu une erreur parmi toutes celles-là qui serait ton erreur favorite?
Ouais, mais la plus grosse erreur que j'ai faite, qui est un peu qui m'a fait apprendre qui je suis, puis qui m'a fait apprendre à comment être capable de manager ces skills que j'ai là, de mettre bien de la pression puis de faire des choses grandes sans avoir peur. C'est pas vrai. Je m'allais dire j'ai peur de rien, mais c'est pas vrai. Quand j'ai peur, j'ai autant peur que les autres, juste moi, la peur me motive, la peur m'attire. Donc, quand j'ai peur, moi, je cours vers la peur. C'est pour ça que je boxe. C'est un signe que je suis en bonne direction, là, tu comprends? C'est pour ça que j'aime la boxe, parce qu'il n'y a rien qui me fait plus peur qu'aller me battre contre un autre homme. Ça me fait tellement peur, mais c'est ça qui me traîne à aller vers la peur. Donc, quand tu es trainé à embarquer dans un combat de boxe, puis d'être capable de manager cette peur-là puis ce stress-là, entre moi et toi, aller vers la peur d'un business deal, c'est pas aussi épeurant que ça, là, tu comprends? Ça m'aide beaucoup à tolérer certaines peurs dans le monde où on s'imagine des choses qui arrivera pas, tu sais. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est là où j'ai appris mes limites. Puis je te dirais, ma plus grosse erreur que j'ai faite, c'est j'ai grossi trop vite. Quand j'ai parti ma business de Norco, dans ma tête, c'était tellement huge. J'avais tellement une grande vision qui est le fun puis qui est bon aussi. Mais tu sais, au lieu, je commençais dans le domaine de la peinture, au lieu de focuser juste dans la peinture, bâtir une bonne équipe, grossir ça organiquement, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire des rénovations, j'ai commencé à faire des decks, des clôtures, j'ai commencé une business de toiture, puis ça, j'ai commencé une business de cuisine. Puis j'ai tout fait ça sur le même modèle que j'avais commencé en peinture en connaissant fuck all. La seule affaire, c'est que la différence, c'est quand tu fais une erreur d'un job de peinture, ça te coûte 300-400$. Quand tu fais une erreur de cuisine, ça te coûte 15-20 000. Ça te coûte pas mal plus cher, là, tu sais. J'ai rasé de toutes parts, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que j'ai grossi trop vite. J'ai commencé à faire plein d'erreurs. J'avais un gros team à un très jeune âge. J'avais moins d'expérience de vie. J'ai aussi des bad luck de vie. Tu sais, on peut en parler un peu après de mon côté personnel. Je pense que peut-être tu es au courant un peu de mes bad luck que j'ai eu dans ma vie. Puis ça tombe. Ma plus grosse bad luck de ma vie, ma plus grosse épreuve personnelle a arrivé dans ma première année de business. Exactement quand j'ai commencé ma compagnie. De construction. De construction, exactement ça. Qui fait que j'ai commencé à avoir des gros problèmes personnels. J'ai commencé à tomber en ivresse mentale. J'ai commencé à avoir des problèmes d'alcool. J'ai commencé à avoir des problèmes de drogue. J'ai commencé... Tu sais, j'étais un gars intense. Je pense que tout le monde dans mon entourage sait comment je suis. Moi, j'ai pas 5 gears. J'ai juste un ou la 5e. C'est soit je le fais pas ou je suis all-in. Moi, c'est 1 ou 5, tu sais. Je suis allé à 5. Je suis allé à 5 là-dedans. Puis ça m'a coûté extrêmement cher côté argent. Mais c'est pas l'argent au bout de la ligne qui fait le plus mal. C'est ma qualité de vie, les gens que j'ai blessés en entour de moi, comment je me suis blessé moi-même. Tu sais. C'est ça qui m'a coûté cher. La paix de vie. Moi, j'ai une des erreurs que tu as faites dont je me rappelle encore. Puis laquelle? J'ai fait une coupe, là. Je l'ai... Écoute, ton erreur a payé pour moi aussi. Tu sais, j'ai appris de ton erreur, puis écoute, je l'ai raconté à je sais pas combien de monde qui te connaissent pas. Puis mais je la raconte parce que je trouve que ça illustre tellement bien un certain principe de gestion. Mais c'est quand tu as perdu tes licences. Oui. Puis tu étais obligé de runner ta business de chez toi. Ouais. Puis là, soudainement, tu pouvais plus être sur le terrain avec les gars, puis les aider, puis être sur le terrain à jaser avec les clients et tout. Fallait que tu administres tout ça à distance parce que tu n'avais plus de job. Ça, tu m'avais dit, ma business a explosé à ce moment-là parce que j'avais donc plus de temps pour mieux gérer tout ça plutôt qu'être sur le terrain puis m'occuper de petites affaires. Puis ça a mieux organisé ma business. Puis quand tu m'avais dit ça, moi, de mon bord, je me suis mis une chemise blanche pour que quand j'arrive sur les chantiers, je peux pas aller aider les gars à faire de la peinture ou déplacer des échelles parce que je vais salir ma chemise blanche. Exactement ça. Puis je me suis mis à passer plus de temps dans le bureau, à planifier, puis mieux prévoir le futur, puis faire de la stratégie. Puis ça m'avait aidé. Fait que c'est une leçon d'une de tes erreurs que j'avais trouvée vraiment bonne. Je sais pas si c'était d'autres. Ouais, écoute, cette erreur-là m'a tellement payé dans ma vie. Tu sais, je donne beaucoup de conseils à plusieurs personnes dans le domaine de la construction. Puis, tu sais, il y a deux sortes de personnes. Tu sais, t'as des gars de trade où ce que les gars de trade ils ont des capacités mentales que les gars de business ils n'ont pas. Tu sais, ils comprennent comment la construction fonctionne. Ça, t'es des gars de business. Moi, le conseil que je donnerais, choisis un ou l'autre. Tu veux être un gars de construction ou tu veux être un gars de business dans la construction? C'est vraiment deux choses différentes. Puis c'est exactement ça qui m'a fait réaliser ça. J'ai essayé d'être les deux.
J'essayais d'être un peintre, j'essayais d'être un business dans le domaine de la peinture. Ça ne marche pas, ça. C'est soit un ou l'autre. C'est ça, puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai perdu mes permis. Puis, il faut que je gère 80% de ma business, il faut que je la gère de la maison. Quand j'ai à faire des estimés, il faut que j'engage quelqu'un pour me driver. Ce que ça m'a donné, ça m'a vraiment donné une opportunité à stepper up en tant que leader, puis en tant que manager. J'ai appris des management skills que je n'aurais pas appris si ça n'était pas arrivé. Puis, j'ai appris vraiment à stepper up mon leadership envers mon monde. Parce que là, mon monde, il fallait qu'ils me suivent encore plus parce que tout est fait à distance. Ça veut dire que les gens, il fallait qu'ils me fassent plus confiance. Il fallait que je bâtisse des meilleures relations avec mon monde. J'ai recommencé à organiser des... Puis là, le fait aussi que je n'ai pas de permis, là, tu sais, c'est comme, OK, man, now I need to win big. Là, comme... ça m'a handicapé d'une façon. Au lieu d'aller, tu sais, puis là, je me disais, comment je peux bâtir mes relations avec mes boys? J'ai commencé à faire des soupers leadership à la maison. Je faisais des soupers, j'invitais mes boys à la maison, je leur donnais des conseils, je bâtissais ma relation avec les autres. Je faisais tout ce que les autres ne faisaient pas. Puis c'est vraiment là où, comme ma business, elle a explosé. C'est là où j'étais capable de faire une franchise en haut de 200 000 puis 250 000. C'est un autre bel exemple des contraintes. Ça peut être vraiment bénéfique. Tu avais une contrainte quand tu as commencé ta business que tu n'avais pas la même culture puis la même éducation que le monde contre qui tu compétitionnais. Fait que ça t'a amené à développer d'autres skills, une éthique de travail incroyable, juste mettre plus d'efforts, trouver comment doubler les efforts que les autres faisaient. Ouais. D'avoir une contrainte de ne pas avoir ton permis de conduire, ça t'a amené à runner une business plus du bureau, mieux organisé, puis de développer tes skills de leadership. Les contraintes, c'est juste une autre règle qui rentre dans le jeu pour t'aider à développer des nouveaux skills. Puis des fois, c'est des skills qui vont te servir après pour longtemps, tu sais. Exactement ça. Rajouter une petite chose, un petit peu plus côté spirituel là-dedans. Tu sais, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, moi, je l'appelle la vie, ça peut être la nature. Tout le côté spirituel. Puis, c'est pour ça que je vais all in dans mon intuition. La vie, elle a une façon de te faire vivre des choses que consciemment, tu ne peux pas comprendre, mais c'est là pour toi. Puis la journée que j'ai accepté ça, c'est là où tout a changé pour moi dans ma vie. Tout. C'est pour ça que là, je suis capable de jouer une game à un autre niveau parce que j'accepte 100% la vie. Ce que la vie arrive, je l'accepte, je l'embrace, puis je l'aime. Puis ça là, c'est vraiment là que tout a changé pour moi. Puis, tu sais, il a fallu plusieurs grandes choses graves qui m'ont fait mal pour être capable de mettre sur mes genoux puis d'accepter que la vie, c'est même que ça marche. Puis quand j'ai réalisé ça, puis j'ai commencé à croire là-dedans, puis j'ai commencé à embrasser ce concept de thinking-là, bud, man, least resistance, c'est comme tout est plus facile, tout est plus simple. Quelque chose qui m'arrive, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne là-dedans, quelque chose je vais aller creuser, ça veut dire quoi ça? Tu comprends? Puis je sais que toutes les fois que quelque chose arrive, il y a quelque chose de beau en arrière de ça. Parce que toutes les plus grosses épreuves de ma vie, l'autre bord de ça, c'est pour ça que j'appelle ça le yin et le yang, tout est connecté, il y a toute une dualité. Quand quelque chose de grave arrive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'aussi beau ou plus grand va arriver l'autre bord. Moi, à cette heure, mon principe, c'est si quelque chose de vraiment grave qui m'arrive, tabarnak, l'autre bord, ça va être fucking nice. Tu comprends? Puis quand tu as cette attitude-là, tu n'es jamais dans une énergie négative, tu n'es jamais dans une énergie de découragement, tu n'es jamais dans une énergie d'être achevé. Au contraire, tu es comme fuck, ça te craint, ça te booste. Quelque chose de grave t'arrive, une grosse épreuve t'arrive, ton mindset, c'est quoi? L'autre bord de ça, je vais avoir quelque chose de plus grand et plus beau. Ça me donne un edge tout le temps, puis c'est ça qui me donne le courage, puis la force, puis l'énergie de passer à travers des épreuves que la majorité des gens a relâché. C'est ce qui donne aussi la confiance de vendre ton futur. Exactement ça. Parce que confiance dans la vie. Il y a faith. Tu as la foi. Tu as la foi dans la vie. Ouais. Quand tu as parti ta compagnie de construction, de l'extérieur, c'est un peu une ligne droite, tu sais, compagnie de peinture, tu es comme gradué à partir d'une compagnie de construction, make sense, mais tu sais, dans la réalité, je me souviens quand tu as parti ta compagnie de construction, c'est pas arrivé aussi simplement, tu as quand même pensé, tu as eu une vision, tu as testé des choses, mais tu voulais construire une compagnie de construction. Moi, j'aime beaucoup
entendre des histoires de comment est-ce qu'une vision est arrivée, puis ça avait l'air de quoi au début, puis comment est-ce que c'était de l'amener dans la réalité. Les tout débuts de ce parcours-là. Puis des fois, on a l'impression que tout a été planifié, mais finalement, c'était juste un pas à la fois, puis tu marches dans le noir. Là. Mais raconte-nous un peu la vision que tu avais pour le futur de ta compagnie de construction au début. Mais tu sais, ma grosse vision, c'était je voulais avoir une business en peinture, une business dans la toiture, puis une business en rénovation. Puis mon deuxième step, c'est de faire des franchises de ça. Une de mes forces aussi, tu sais, je sais pas, ça, je pense que c'est juste naturel. Je suis un gars créatif, dans ma personnalité, je suis un artiste, puis qui fait que dans ma tête, je vis ma vie tout le temps. Puis des fois, honnêtement, c'est mon plus gros piège aussi, by the way. C'est autant que c'est ma plus grande force, c'est aussi mon plus gros downfall. Ce que je veux dire par ça, c'est aussi mon plus grand piège. C'est ça aussi qu'il faut que je travaille le plus à tous les jours. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je suis un visionnaire. Je jouais tout le temps 10-15 ans en avance. Avant, quand j'étais plus jeune, je savais pas que ce principe-là, c'était 10-15 ans avant. Je pensais que c'était l'année prochaine ou dans 2 ans qui faisait que je prenais des mauvaises décisions de business. Parce que dans ma tête, moi, en dedans de 2 ans, j'étais capable de bâtir une business, avoir l'équipe, puis runner ça, puis être successful, puis après ça, faire des franchises. Puis c'est pour ça que j'ai planté. Parce que j'avais pas réalisé que les visions que j'avais, ça prend 10-15 ans, puis ça prend du temps à mettre en place, puis le développer, puis maturer, puis bâtir des systèmes, puis vraiment bâtir une business solide. J'avais juste pas d'expérience dans ce temps-là. Puis je comprenais pas encore non plus les capacités que j'avais. Tu sais? Parce que c'est ça que fait la business, c'est ça que j'aime de la business. La business te montre qui que t'es. Moi, c'est simple. Quelqu'un me dit hey, comment tu fais pour apprendre à te connaître? Pas-toi une business, tu vas apprendre assez vite. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est tough. Faut vraiment que tu rentres dedans. Faut vraiment que tu vois qui t'es. Faut que tu l'enlignes avec qui t'es. Faut que tu l'enlignes avec qui t'es. So, j'ai fait plusieurs erreurs à cause de ça. Mais ça, c'était ma vision. Puis, tu sais, là, on est à c'est intéressant. Fait que tu avais une vision ultra ambitieuse, ultra impatiente, comme tu allais tout casser. En 1 an, c'est réglé. Je vais juste appliquer ma tête de bœuf à ça, puis ça va se passer. Puis c'était comme ça que tu le voyais au début. Exactement ça. Puis dans la pratique, tu as eu des défis par rapport à ça. Tu t'es fait te remettre à ta place par la vie. Fucking right. Puis tu sais, crêlait pas. L'année 2 ou l'année 3, je me souviens pas. Je finalise mon année 9 en ce moment. Je commence l'année 10 au mois de janvier. Mais crêlait pas. Je commençais à recruter des franchisés à l'année 2, année 3. Là. Je commençais à en parler. J'étais rendu comme 10 ans en avance, bien trop. Puis, guess what? L'année passée, cette année, moi et mon partenaire Guillaume, ça faisait 6 mois qu'on était en négociation avec 2 individus de notre région, qui est l'au bord. Moi, on est à Ottawa, puis on est en négociation avec 2 individus pour ouvrir une franchise à Gatineau. Là, on est à l'année 9. Là. Ma business est développée, puis j'ai bien les systèmes, puis ça roule, puis ça marche bien. Puis, juste à la fin, avant qu'on aille signer le contrat, moi et Guillaume, on s'est regardé, puis on avait encore des challenges dans le business, puis on n'a pas réussi à se remplacer à 100% encore dans le business. Puis, tu sais quoi? On a pris un pas de recul. Parce que là, on a bien plus d'expérience. On a rencontré les jeunes, puis on a dit aux jeunes, regarde, excusez-nous les boys, il va falloir qu'on repousse le projet pour un autre 2-3 ans. Même là, à cause de tout ce qu'on a vécu à travers, on vient de repousser encore le côté franchise pour un autre 2-3 ans, pour aller bâtir ça encore plus solide, pour aller vraiment se remplacer à 100% de notre business, pour qu'on puisse être prêt à 100% pour notre prochaine aventure qui va être les franchises à travers le Canada au complet. Parce que c'est ça qu'on veut créer. On veut créer un système d'apprentissage pour des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de faire les mêmes erreurs qu'on a faites, puis qu'on est en train de bâtir vraiment une université pour les trades où on va être capable d'enseigner tout ce qu'on a bâti côté vente, leadership, marketing, management, risk management, tout ce côté-là. On était quasiment prêt, on était comme à 80% prêt, puis encore là, même après toutes ces années-là, je viens de faire encore la même erreur. Là, la différence, je suis plus aware, on se pose plus de questions, puis j'étais capable de prendre un pas en arrière, puis pas faire la même erreur que j'ai faite dans le passé, puis de repousser ça un autre 2-3 ans. Puis c'est comme un arc. Plus que tu tires l'arc loin, plus tu prends ton temps, plus que tu l'amènes au bout, puis quand tu lances ta flèche, plus loin qu'elle va aller.
Des fois, c'est tentant, rendu à mieux de l'arc, tu vois ton target, là, tu vois ton chevreuil ou ton orignal. Là, c'est tentant de... Non, faut que tu tires jusqu'au bout, faut que tu sois patient, faut que tu prennes ton temps pour être capable de frapper ton target, parce que si tu tires ton arc trop précoce, tu vas manquer ton target. Puis encore là, même après 9 ans d'expérience, on a rasé encore faire cette erreur-là. C'est vraiment hâte d'entendre ça. Ouais. Puis t'es un gars qui est impatient dans la vie. T'as comme une grosse drive, tu sais. Tu veux que ça se passe, puis de voir toute la retenue, puis comment raisonnable t'es rendu. C'est l'affaire la plus difficile pour moi en business, c'est de me retenir. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça, parce que ma plus grosse force, c'est ma drive, c'est ma vision. Ça, c'est mes 2 plus grosses forces. Mais puis, tu sais, garde en tête, ta plus grosse force est aussi ton plus grand piège, right? De l'autre bord. Parce que n'oublie pas, comme je parlais tantôt, tout est une dualité. Dans mes pièges, c'est là qu'il faut que je fasse attention. Il faut que j'apprenne de mes forces. OK, oui, je suis un visionnaire. Oui, je vois 10-15 ans en avance. Mais c'est pas nécessairement dire qu'il faut que je le fasse tout de suite. Oui, j'ai de la drive. Oui, je fonce. Oui, I get shit done. Mais c'est pas nécessairement dire qu'il faut que je le fasse tout de suite. Mm-hmm. C'est là qu'il faut que je m'adapte à travers les années. Puis il faut que je devienne plus patient. Puis, trust me, là, je t'en parle. Puis même t'en parler, ça m'excite. J'ai hâte de commencer ça. Parce que ça fait 10 ans que je veux faire ça. Mais j'ai appris avec le temps de... Non, prenons pas de recul. Puis tu sais quoi? Je pense que dans 2-3 ans, on va être prêt. Peut-être pas non plus. On va le voir rendu là. On va réévaluer la business. On va réévaluer où est-ce qu'on est avec notre team. On va réévaluer qu'est-ce qu'on veut. Si on veut encore ça dans notre vie. Ça encore là. Il faut qu'on fasse confiance à la vie. Puis peut-être rendu là, ça va être un autre chemin qu'on va prendre. Je ne sais pas. Mais c'est ça que j'ai appris à travers avec l'expérience. C'est prends ton temps. Bâtis la fondation solide. Bâtis des bons systèmes. Entoure-toi du bon monde. Entoure-toi du monde qui est meilleur que toi. Puis, c'est pas une race. Tu comprends? C'est pas une race, c'est un marathon. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était une race. Je voulais être le premier. Mais c'est pas ça que c'est. Donc là, tu es rendu avec une business de quasiment 10 millions de chiffres d'affaires par année. Ça sera probablement pas long avant que tu te rendes là. 30 d'employés in-house. Une trentaine de sous-traitants aussi. Comme tu es en train de grandir ton équipe. Je crois une PME, je pense que ça arrête à 50 employés. Après ça, tu es une grande entreprise. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est... Je vais checker sur Google. impressionnant comme business que tu runs. Tu es le président de l'entreprise? Oui, je suis le président de l'entreprise. Puis depuis un an, mon business partner, Guillaume, s'est rendu lui CEO. OK. Ça, c'est une autre affaire aussi qui a fait partie de mon cheminement. Tu sais, j'ai amené, en tant que CEO de la business, j'ai amené la business à la plus grande envergure que je pouvais par rapport à mes capacités de CEO. Honnêtement, j'aurais dû le faire un an avant. J'aurais dû laisser ma place à Guillaume en tant que CEO. Guillaume était COO, je pense. Oui, Guillaume était COO. Il s'occupait des opérations. Oui, c'est lui qui s'occupait des opérations. C'est lui aussi qui avant ça, était le directeur des ventes, qui a trainé notre directeur des ventes par la suite. Puis moi, j'étais le CEO, puis je m'occupais... Donc, toi, j'étais le CEO puis CFO, dans le fond. OK. Mais ce qu'on a réalisé, c'est... En faisant du coaching avec notre business coach, on a réalisé avec nos forces et tout ça que je suis rendu à la capacité que moi, je pouvais amener en tant que CEO à la plus grosse place. Puis à cause de mes faiblesses, la compagnie avait aussi des faiblesses. À cause de mes failles à moi, la compagnie avait des failles. Sur ce qu'on a fait, on s'est assis ensemble. Tu vas parler un peu de qu'est-ce que c'était, ces 100%. Faiblesses-là, forces, comme qu'est-ce que où est-ce que tu retenais l'entreprise? Mes plus grosses forces à moi, c'est de bâtir des équipes, c'est inspirer les gens à devenir meilleurs, à driver de la production, driver du revenu, driver moving forward. T'sais, ça, c'est mon énergie. Côté vente aussi. Puis où ce qui est mes faiblesses, c'est tout ce qui est détail, système, tout ce qui est systémisé, puis aller chercher un meilleur profit sur le revenu qu'on produisait. Puis bâtir des systèmes où est-ce qu'on peut amener de l'accountability à notre équipe, puis vraiment rendre notre équipe plus performante. C'était là qui était ma faiblesse. Puis Guillaume, lui, ses forces, c'est vraiment exactement ça. C'est le contraire de moi.
C'est sûr qu'on est des bons partners. Lui, c'était un gars de système, un gars plus méthodique, un gars vraiment intelligent dans les détails, un gars qui est bon à mettre des plans d'action, des plans d'objectifs en place pour l'équipe plus grandir. Regarde juste comment sa vie à lui est organisée. Ah, ce gars-là, c'est un moine. C'est ça, c'est un moine. Il est tellement discipliné. Puis ça m'a beaucoup influencé sur ma vie à moi. Parce que moi, j'étais une explosion. J'étais un gars all over the place. Je suis pas autant organisé. J'étais un gars qui déplace de l'air. J'étais un peu maladroit. Mais j'étais un fonceur. Puis j'inspire le monde. Bull in a tea house. C'est exactement ça, cette expression-là. Bull in a tea house. C'est exactement ça. Mais les deux ensemble, on se balance beaucoup. Puis ce qu'on a fait, on a passé quelques jours ensemble. On a vraiment écrit toutes nos forces, nos faiblesses. Puis on s'est transféré plein de responsabilités. Qui fait que Guillaume est devenu le CEO. Puis c'était la meilleure décision de business que j'ai faite de ma vie. De stepper down en tant que CEO. Puis de laisser ma place à Guillaume. C'était la meilleure décision. Cette année, on va frapper notre record de profit. On va frapper notre record de revenus. Le mois passé, on veut faire notre record de mois. On a produit 900 000 $, de production en un mois. On n'est pas loin du $1 million a month. Ça, c'est notre prochain objectif. Puis là, que ça a fait aussi? Ça a fait que là, moi, j'étais capable d'aller focuser sur mes forces, aller trainer les boys en production, nos gérants de projet, aller améliorer nos gérants de projet. Une de mes forces, c'est négociation. Je suis excellent dans le domaine de la négociation. J'ai commencé à bâtir un cours dans la négociation, un cours en management. J'ai commencé à aider à mes gens de projet, à aider des meilleurs managers, à aider des meilleurs négociateurs. J'ai commencé à aider aux vendeurs. Oui, exactement ça. Commencé à donner mes skills que j'ai développés à travers les derniers 12 ans de business, puis les transférer dans le business. Okay. Là, au lieu de passer mon temps comme CEO dans des places où ce n'est pas mes forces, dans les détails où ce n'est pas mes forces, à la place, je suis vraiment en train de livrer, enseigner, délivrer mon expérience, mon knowledge dans mon équipe, puis ça a créé un gros impact. Fait que là, quand tu as donné les rênes de CEO à Guillaume, toi, ton schedule, il s'est vidé là, complètement? Ou oui, mon schedule à zéro là, quasiment. Ouais, plus, tu as réinventé une position. J'ai réinventé une position complète. Wow. Première chose que j'ai commencé à faire, je suis allé renégocier des contrats avec tous nos suppliers. Juste là, j'ai sauvé la compagnie proche de 250 000 $ en un mois. Boum. Juste le fait, ça faisait des années que ça faisait 2-3 ans que j'avais pas le temps d'aller négocier des nouveaux contrats, des nouveaux prix, tout ça. Ça, c'est la première mission qu'on a faite. Sur la façon qu'on a faite, Guillaume est très bon à organiser. Puis moi, vu que je suis un gars, même là, je le fais en parlant, je suis chaud de conversation, d'idées. C'est même que mon énergie, je suis un peu, comment ils appellent ça, là? HDD, tu sais, je peux pas le prononcer, là. Ouais, ça, là, TDAH. Ouais. En tout cas, j'ai jamais fait. Comment t'appelles ça? Il y a des examens. Ouais, j'ai jamais fait d'examen, mais il y a du monde qui dit que je suis ça. Mais pas grave, moi, je l'utilise à ma faveur. J'étais un gars qui aime ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, fondateurs qui sont TDAH. Ils sont TDAH, mais je pense que je suis ça. C'est ça que le monde dit, je sais pas. Mais je m'en calisse un peu, ça m'aide. Je focus là-dessus. Tu pourrais mettre ça à côté de ton nom, puis ça te donne le rôle de exactement ça. Fondateur d'entreprise TDAH, comme make sense. Fucking do it. Ce qu'on a réalisé, c'est que moi, j'aime ça avoir des nouveaux projets tout le temps. Là, Guillaume a commencé à m'assigner des gros projets d'entreprise où c'est juste moi qui pouvais faire. Son premier projet qu'il m'a assigné, Dan va négocier tous les contrats avec les suppliers, nos sous-traitants, tout ça, qui fait qu'on a sauvé 250 000 $ à la compagnie dans 1 mois. Boom. Deuxième mission, c'est vraiment de passer du temps avec nos gérants de projet, rentrer dans la production, rendre tout plus efficace, aider nos gérants de projet à sauver de l'argent sur les profits des jobs, puis vraiment à comment négocier quand il y a des situations difficiles qui arrivent sur les projets. Parce que dans les domaines de construction, c'est pas facile. Il y a tout le temps des affaires qui se passent qui sont fucking tough à gérer parce que le client, il comprend pas que c'est pas tout le temps une trail. Là, des affaires qui apparaissent, qui est vraiment difficile à régler comme problème. Puis il faut que tu apprennes à trouver des solutions avec ton client. T'sais. Sur le côté négociation, j'ai commencé à apprendre ça à mes gens de projet, comment être capable d'être meilleur négociateur avec les clients, puis aussi les suppliers, puis les sous-traitants. J'ai vraiment passé ma dernière année à faire ça. Puis ça a vraiment explosé l'entreprise. Fait que
l'organigramme de ton entreprise, ça ressemble à quoi? Attends, président, CEO, tu sais, vous êtes pas mal en haut ensemble. Ouais, je te dirais, je suis comme plus le rôle de président. Mettons, exemple, mettons, on voudrait se donner un titre. Tu fais partie, les décisions stratégiques. Oui, 100%. Tu es assis là, tu les prends avec Guillaume, tout ce qui est décision plus day-to-day, puis tout ce qui est dans ses forces, c'est plus lui qui va leader ça. J'imagine vous en discutez. Bon, fait que vous deux, y a-tu un CFO maintenant ou y a-tu c'est Guillaume? Guillaume a pris mon rôle complètement, les deux rôles. Il a pris CEO, CFO. On a engagé un gars qui était notre bookkeeper. Lui, il avait une business en bookkeeping pendant plusieurs années. Puis, finalement, il a fait un offre, puis on l'a engagé, puis on est en train de le trainer comme CFO. So, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé notre gars qui faisait tout notre bookkeeping, puis on l'a engagé à temps plein à l'interne. Mitch, je pense qu'on a Mitch. Ça me dit quelque chose. Ouais. Je pense que ben, Mitch, pas bien bon, Mitch était le bookkeeper de Scholars, dans le fond. OK. Ouais. Nice. Ouais. So, celui qui était le bookkeeping de Scholars, finalement, c'est lui aussi qui faisait nos leave and out. Puis là, on l'a engagé en tant que CFO. OK. Ouais. Fait qu'un CFO, CEO, président, y a-tu d'autres rôles qui sont pas sur le terrain? Non, moi et Guillaume, en ce moment, on se partage le rôle de CEO. So, Guillaume s'occupe plus de côté dans le back-end, tout leur côté organisation. Puis moi, je suis plus sur le terrain, vraiment à donner mon expertise aux boys. Puis après ça, on a nos gérants de projet. On a notre directrice de designer, qui est Claudel. Après ça, on a trois autres designers. On a 4 vendeurs. On a le directeur des ventes. Le directeur des ventes, lui, il pilote la stratégie de vente. Oui, c'est ça. Sûr que les targets de vente, tout ça, c'est lui qui prend la responsabilité des atteindre avec sa team. Exactement ça. Puis, tranquillement, pas vite, je suis en train de prendre le rôle aussi de marketing manager. C'est moi qui vais être le marketing manager à partir de l'année prochaine. C'est Guillaume qui s'en occupé l'année passée. Puis, en ce moment, on se le partage un peu en ce moment. Puis, je vais prendre ce rôle-là l'année prochaine. Puis, c'est pour ça aussi qu'on a fait un pas de recul. On est pas mal mieux, mais on porte encore quelques trop de rôles encore. T'sais. Puis notre but, c'est vraiment de se rendre où je suis le président. Tranquillement remplir l'organigramme avec du monde. Exactement ça. Être patient. Ouais. Puis ce qu'on a appris, c'est qu'on remplit le rôle, puis après ça, on le traîne pendant 1 an. Pas 1 mois, pas 2 semaines, pas 3 mois, 1 an. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris dans le business, dans des grands rôles d'importance. Tu veux prendre ton temps, tu veux leur montrer à 100% c'est quoi ta business. Parce qu'une de nos plus grosses forces dans la compagnie, c'est notre taux de rétention. Pourquoi? Parce qu'on prend extrêmement bien soin de notre monde. On a des formations de leadership, on a beaucoup d'événements, on connecte avec notre team, on bâtit des relations extrêmement solides qui fait que notre taux de rétention est super haut, qui fait que ça facilite notre growth organique. Super intéressant. Puis, tout ça, c'est planifié. Avez-vous un plan sur les 5 prochaines années? Oui. So, dans le fond, on a commencé à faire 4 ans passés. On a commencé à on se rencontrait, on a commencé ça 4 ans passés. La première année qu'on a fait ça, c'est on se rencontrait, on louait un chalet, on allait au chalet, puis là, on rencontrait toute notre gang. Moi et mon partner Guillaume, on se rencontrait pendant 2 jours tout seul. Là, on parlait de tout ce qui a bien été, mal été, puis on planifiait notre année. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait toute notre team, puis on passait une semaine au chalet. Une fois par année? Oui, une fois par année. Puis on passait une semaine au chalet, puis on rencontrait notre team au complet. On rencontrait tous les gérants de projet, les vendeurs, tous les chefs d'équipe. Puis là, par rapport à leur perspective, on bâtissait un plan pour chaque division. Puis après ça, on lançait ça. L'erreur qu'on a faite, puis on l'a réalisé par après, c'est qu'une fois par année, c'était pas assez. À ce temps, ce qu'on fait, on se rencontre 4 jours par chaque Q1, Q2, par chaque quarter. Okay. So, chaque quart de l'année, aux 3 mois, à ce temps, on se rencontre. On est dans un chalet pour 4 jours avec tout le team. Avant, on faisait par division. Là, on fait tout le team ensemble. Puis là, on planifie le prochain quarter ensemble. So, ce qu'on fait, c'est on se met 3... Puis ça, c'est le plan Guillaume. C'est Guillaume qui a remodifié ce plan-là, puis qui a mis une structure en place. Ce qui est nice, ce qui est mis en place, c'est qu'à cette heure, on identifie 3 gros problèmes qu'on a par chaque division. Puis ça, c'est les 3 problèmes que la personne responsable de division doit régler en dans 3 mois. Fait que c'est comme ça que vous structurez vos meetings. 1 problème par division. 3 problèmes par division. 3 problèmes. 3 des bottlenecks. Ouais. Là, c'est ça. Puis on focus le là-dessus. meeting, le 4 jours, c'est pour essayer de trouver des solutions en team. Exactement. Tu sais, il y a plusieurs problèmes, mais on va 3 à la fois. OK? Pour ces 3 prochains mois, oui, on a plein de problèmes, mais pour les prochains 3 mois, on focus juste là-dessus.
Très cool. Puis après ça, on focus sur nos buts. On a tous des buts par division. Puis on brainstorm ensemble, on connecte ensemble. Puis c'est le fun parce que là, on parle de business. En même temps, le soir, on joue des jeux, on joue des jeux de société, on connecte, on bosse nos relations. Puis team bonding. Bonding. Puis après ça, là, ça fait 2 ans qu'on a rajouté ça aussi. On a commencé à faire un groupe de leadership exécutif dans notre équipe. On a commencé à lire des livres ensemble. Je sais pas, c'était-tu le 5 Level of Leadership, ça? Ah, écoute, il manque des livres là-dedans, mais c'est un livre qu'on a tous lu. Ouais, c'est ça. So, The 5 Level of Leadership de John Maxwell. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à lire ça avec notre team exécutif. Puis là, on a commencé à l'intégrer là-dedans. Okay. Puis là, cette année, ce qu'on a fait, là, on demande à notre team exécutif à enseigner ça à leur team leader. Puis pour la première fois, on vient de faire, la semaine passée, justement, on a fait un leadership retreat dans mon resort dans le Pontiac. Puis on était, je pense, comme 35 ou 36 personnes là. Tout le monde qui a une position de leadership dans notre compagnie sont là. Puis on a fait une huge formation. Puis c'est tout notre team d'exécutifs qui a fait des présentations pour enseigner ça à tous nos employés. Super cool. Ouais. Quand vous avez commencé à faire le retreat une fois par année d'une semaine, ouais. Vous étiez combien dans le team? Dans la compagnie, tu parles? Oui, dans la compagnie, dans ce temps-là, 4 ans passés, en ce moment, on est 60, on était peut-être 20. OK. Ouais. Puis là, maintenant, c'est 4 fois par année. Okay. Puis, tu sais, t'as pas étudié à l'université. De toute façon, moi, j'ai été à l'université en business, puis ça m'aurait pas vraiment appris à créer une structure pour ce genre d'entreprise-là, anyways. Comment est-ce que, êtes-vous allé à l'externe pour vous faire coacher? Je sais que tu l'as mentionné tantôt, vous avez un consultant en business externe qui vous conseille. C'est-tu Axe One? Oui, Axe One. Mais tu sais, Axe One, il est plus spécialisé dans l'être. C'est pas nécessairement lui qui va nous enseigner côté business. C'est vraiment moi puis Guillaume. Ça, c'est par vous-même que vous êtes arrivé. Donc, vous avez fait vous avez étudié ça, vous avez fait vos recherches, vous êtes arrivé avec un plan de structure. C'est sûr que notre coach nous donne des conseils par rapport à son expérience dans ses business à lui qu'il a eu par avant. Puis je pense qu'il y a eu une business de construction lui aussi qui nous a aidés. C'est sûr qu'il nous donnait des bons conseils. Mais je te dirais que 90%, c'est vraiment moi puis Guillaume, ensemble avec nos forces, puis notre expérience, puis toutes les erreurs qu'on a faites. C'est vraiment toutes les erreurs qu'on a faites en bâtissant ce business-là qui nous a amenés. Puis on est du monde tellement intense. Écoute, à chaque semaine, on a des meetings pour ajuster tout. OK, les boys, mettons dans la production, on a un meeting production, vente, design. OK, qu'est-ce qui était wrong, qu'est-ce qui était right cette semaine? Là, on met tous les problèmes. OK, on ajuste ça, À toutes les semaines, on fait des ajustements, des micro-ajustements, puis ça fait 4 ans qu'on fait ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'à travers le growth, c'est expansionnel. Sur tous ces petits mini-ajustements-là. Ça prend combien de temps, ce meeting-là, à chaque semaine? 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, dans le fond, c'est 2 heures par semaine parce qu'on a un meeting pour la business intérieure puis un meeting pour la business d'extérieur parce qu'on a 2 divisions. Ça, c'est 2 heures semaine où est-ce qu'on réajuste tout. OK. Puis pour venir au coaching, Denis, il est spécialisé dans Axe One, ils sont spécialisés dans Light. Ça nous a vraiment aidé à apprendre à se connaître en tant qu'entrepreneur, apprendre à voir c'est quoi nos forces, nos faiblesses, à comment apprendre à autoréguler, comment apprendre à être aware de qui qu'on veut être, puis d'intégrer ça dans notre vie personnelle. Puis, veux pas, quand tu es bien avec toi-même, ça reflète dans ta business. Ouais. Tu sonnes comme si tu avais un MBA. Quand tu parles de ta business, c'est une nerd. Fait qu'un meeting par semaine pour faire un touch point, probablement un meeting à chaque mois aussi? Oui, dans le fond, à chaque mois, ce qu'on fait, on fait un meeting, on appelle ça le Vision Meeting. Encore là, c'est Guillaume qui a implémenté ça dans la compagnie. Guillaume a vraiment implémenté beaucoup de choses cette année. Il a implémenté un Vision Month. C'est là, on révise tous nos mois. Qui a frappé les buts du mois, qui a failli les buts du mois. Puis on a même aussi l'accountability. C'est important, mais l'accountability. Il faut savoir qui a gagné et qui a perdu. Ah, t'as perdu. Pourquoi t'as perdu? Ah, t'as gagné. Mais là, il faut que tu célèbres. On a montré notre team dans une culture de vraiment, OK, c'est important de gagner. Si tu gagnes, on va célébrer. Si tu perds, tu ne célèbres pas. Mais
comment qu'on va faire pour le mois prochain, on gagne. Puis là, on focus, OK, c'est ça qui était mal été, on va focuser, puis on va travailler en équipe. Puis on a vraiment bâti une culture d'équipe, puis une culture de, c'est correct que tu perds, mais il faut que tu sois aware que tu as perdu, premièrement, puis il faut que tu amènes de l'accountability à ton équipe. C'est super important. Si tu n'as pas d'accountability, si tu ne peux pas savoir que tu as gagné ou perdu, tu vas juste continuer à faire la même affaire tout le temps. Mhm. Faut que le monde veuille gagner. Faut que le monde... Puis en même temps, il faut que ça soit aussi transparent à travers la compagnie au complet. Quand on fait ces meetings-là, là, tous les teams exécutifs savent que tu as gagné ou tu as perdu. Ça, c'est important aussi. Parce que ça l'amène un petit feu. Hey man, I want to fucking win. Pourquoi? On veut tous gagner dans la vie. Toute la gang. On a tout ça qui fait qu'on veut gagner. Mais si tu n'as pas une opportunité de shiner, même si c'est une micro-shining, comme juste un petit micro place dans le mois où ce que le monde peut dire hey, félicitations, tu as gagné. Si tu n'as pas ça, le monde ne fera pas d'effort pour gagner. Fort. Puis comment est-ce que vous célébrez? Des affaires simples. Des affaires simples. So, des petits wins, on va faire un petit souper au restaurant ou même le lundi matin, mettons, le gérant de projet va amener des bangs du café aux boys pendant leur premier meeting de la semaine. Ça peut être un petit lunch, un petit game de golf. Ça, c'est des petits wins. Des gros wins, on va faire comme, mettons, un quarter win ou mettons, exemple, tu as gagné, mettons, manager de l'année ou, tu sais, on a des trophées aussi dans le business. So, quand c'est des gros wins, mais là, on va faire des week-ends à Montréal, des week-ends un petit peu plus exclusifs, un petit peu plus luxueux. On va louer des chars de luxe, on va aller dans des gros restaurants, on va faire des voyages un peu à l'externe. On va aller faire un budget à chaque année pour célébrer. On investit dans la célébration. Ça s'appelle comment le budget? Winning budget. Winning budget. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas vrai que ça s'appelle, là, mais je viens de l'inventer. Actually, c'est même qu'on va l'appeler The Winning Budget aussi. Faut qu'il soit gros. Ouais. Puis, ça, c'est un autre. Tu sais, si je vais être vraiment transparent avec vous autres là-dessus, puis je pense que c'est la première fois que j'en parle publiquement. Mais ça, c'était une de mes faiblesses en tant que CEO. Je te dirais, c'est la plus grosse impact que Guillaume a amené dans l'équipe, c'est de ramener le winning culture. Okay? Puis là, je vais vraiment être transparent avec vous autres, puis être humble, parce que je te dirais, c'est ma plus grosse... Puis je veux le partager parce que c'est important que le monde le comprenne. Okay? Parce que c'est une grosse erreur que j'ai faite dans ma business, puis dans ma carrière. Puis ça m'a pris longtemps de le réaliser, puis je viens juste de le réaliser cette année. À cause de ma force, que j'expliquais tantôt, puis ça marche bien pour moi, mais ça ne marche pas bien pour tout le monde. C'est ça que j'ai réalisé. Puis ça, c'est important de te tester dans 20 ans puis apprendre à te connaître parce qu'il faut que tu fasses plein de tests pour voir qu'est-ce qui marche pour toi puis qu'est-ce qui ne marche pas pour toi. Qu'est-ce qui marche pour moi? C'est de mettre des gros buts puis de failer. Moi, failer, j'ai pas peur de failer. Moi, ce que le monde pense de moi, ça ne m'achale pas. Moi, je veux atteindre des grosses affaires dans ma vie. So, moi, je marche under pressure. So, tous les buts que je me suis mis dans ma vie, j'ai tout le temps failé. Mais ça, c'est moi. Moi, c'est comme, I failed this one, je me suis rapproché, là, je mets un autre plus gros but, puis je mets un autre plus gros but, puis je mets un autre plus gros but, puis je mets un autre plus gros but. Puis 95% des buts que je me suis mis dans ma vie, je les ai tous failés. Parce que je mets des buts quasiment impossibles. Irréalistes. Irréalistes. Juste des star moi, goals. Hein. C'est ça. L'impossible m'excite. Ça, c'est qui je suis. Tout ce qui est impossible, que je ne peux pas faire, je suis un rebelle dans la vie. So, si je ne peux pas le faire, I'm going for it. Right? L'erreur que j'ai faite, c'est ça que j'ai amené comme culture dans ma business. Qui faisait que je mettais des buts pour mon team irréalistes. Puis le monde ne dealait pas bien avec le failure. Puis ça a fait où ce que j'ai limité le growth, j'ai limité certaines perspectives dans ma business, puis ça décourageait mon team. Puis une des premières choses que Guillaume a fait en tant que CEO quand il est rentré dans le business, puis ça, je te dirais, c'est son plus gros win, c'est qu'il a ramené des buts réalistes. Il a ramené une structure où les gens peuvent être accountable par rapport à les buts. Puis le monde a commencé à gagner. Le monde a commencé à avoir plus de fun. Le monde a commencé à être plus positif. Le monde a commencé à être plus optimiste. Ça a switché tout dans le business. La dernière année, c'est pour ça qu'on est en train de frapper les records de business, côté profit, côté vente, côté culture, côté employé, à cause qu'on a vraiment ramené un winning culture. Don't get me wrong, je me mets encore des buts réalistes, je me mets encore des buts impossibles, mais pour moi.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis C'était la ça plus grosse ramène erreur que j'ai encore à la patience. Ouais. Oui, tu as une grosse vision, tu vas tout casser. Mais dans la réalité, tu restes patient. Tu prends des décisions patientes, des décisions raisonnables. Puis ça paye. Oui, 100%. Si tu veux faire quelque chose de grand dans ta vie, il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois capable de dire, tu sais quoi, quand tu fuck up, tu fuck up. Prends un pas de recul, corrige-les, avance-les. Il faut que tu sois prêt aussi à écouter du monde autour de toi. Il faut que tu sois prêt à challenger le monde, puis il faut que tu sois prêt à être challengé. Moi, j'ai mis du monde autour de moi dans mon entreprise, puis moi, je suis un gars qui challenge tout le monde. Je suis quelqu'un qui a, comme tu sais, je le disais au début du podcast, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Qui fait que j'ai attiré du monde, qu'il fallait qu'ils deal avec moi. Il fallait qu'ils soient capables de prendre ce que je leur dise direct. Ceci étant dit, j'ai aussi, en faisant ça, automatiquement, il faut que je leur donne permission de faire la même chose avec moi. Ouais. Tu comprends? So, qu'est-ce que ça a fait? Ça crée une culture où on se challenge tout, puis on est tout ouvert avec ça, puis on a vraiment grandi ça. Puis c'est pour ça que j'ai grandi extrêmement vite. Puis j'accepte qui je suis. Il n'y a rien de wrong que moi, j'aime des buts impossibles. Ce qui est wrong, c'est de mettre ça sur les autres. C'est là où j'étais en erreur. Puis il faut que je l'assume, il faut que je l'accepte que j'ai fucké up. Puis il a fallu que j'accepte, rendu là où j'étais rendu dans ma carrière de business, la meilleure personne pour être le CEO, c'était Guillaume. Puis c'est ça qu'on a pris comme décision en tant que partner. Puis guess what? C'était une des meilleures décisions de business que j'ai faites de ma vie. Puis en ce moment, je vais être récompensé pour cette décision-là. Puis pas juste moi, l'entreprise au complet, puis mes partners, mes employés, puis mon team. Puis là, en plus de ça, ce que je ne réalisais pas à ce moment-là, puis c'est là où il faut être la foi, c'est que maintenant, je suis plus dans mes forces, j'ai plus de fun. Avant, j'étais dans mes faiblesses. C'était stressant, c'était moins le fun, c'était plus tough. Là, ça, je suis plus dans mes forces. Je fais ce que j'aime, je fais qui je suis. C'est plus facile pour moi, c'est plus le fun, il y a moins de résistance qui fait que là, tout d'un coup, Guillaume est dans ses forces, moi, je suis dans mes forces, la business est en train d'exploser. Puis, tu sais, c'est beaucoup des relations humaines, tout ça. Là, en plus, Guillaume est CEO, donc, il prend des décisions. C'est sûr que vous n'êtes pas tout le temps d'accord. Ah, 100%. On se challenge souvent. Comment tu deals avec... Puis pour que la business croît, qu'elle grandisse, puis tu admets que Guillaume prend des bonnes décisions à un certain endroit, même des meilleures que toi, comment tu deals avec le fait qu'il va prendre des décisions avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais tu vas quand même le laisser la prendre parce que tu lui fais confiance? Comment tu deals avec ça? Tu sais, ça joue sur l'ego, ça joue sur la relation. Comment tu deals avec ça? Il y a deux parties à ça. Première partie, qui est la base, c'est que quand moi, j'étais CEO, premièrement, moi et Guillaume, on a une bonne relation. Okay? On va commencer avec ça. Les deux, on se fait coacher. Les deux, on a une bonne relation. Moi, j'appelle ça un mariage de business. C'est vraiment ça qu'on a décidé. Une couple d'années passées, on a décidé de se marier en business. Si on traite notre relation comme un mariage. Oui, des fois, on fait du coaching en couple. Puis, je le note, je me dis, ça pourrait être cool c'est pour super important. Moi puis mon partenaire. C'est super important. Puis, on a aussi un meeting de développement par semaine. So, on passe 1 heure par semaine ensemble, où est-ce que là, on parle des problèmes, on parle des décisions, on parle du développement. Puis là, on a un autre meeting où est-ce que là, c'est là qu'on prend des décisions ensemble. Puis notre force en tant que mariage dans une business, c'est que premièrement, on se fait extrêmement confiance l'un envers l'autre. On s'aime aussi, on s'apprécie. Ça, c'est super important parce qu'on prend soin de notre relation relationnelle. Pas toujours facile, mais c'est comme un mariage. Il faut que tu prennes soin de ton partner. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu... You have to take care of him. Tu sais? Puis vice-versa. Puis c'est ça qui fait qu'on a confiance un envers l'autre. Soit à la base, c'est ça la base, c'est avoir confiance en l'autre. Puis accepter, give grace, c'est accepter qu'on va faire des erreurs les deux. C'est d'accepter qu'on a des forces, des faiblesses les deux. Puis c'est d'accepter que les deux, on va prendre des mauvaises décisions. Mais il faut avoir confiance qu'on va tout le temps être humble puis s'améliorer. Puis c'est là, quand on a pris la décision de faire ça, c'était ça notre décision. Puis on a fait cette décision-là quand c'était à l'opposé, quand c'était à moi qui étais CEO. Où est-ce que Guillaume avait 100% confiance en moi, puis on se challengeait tout le temps. C'était tout le temps, vu que j'étais le CEO, c'était tout le temps moi qui avait le dernier mot. C'est moi qui prenais la décision finale.
parce que c'était moi le CEO. C'est ça l'entente. L'entente, c'est le CEO prend la décision finale. C'est lui qui tranche, comme on pourrait dire. Ceci étant dit, 90% des décisions, on les faisait ensemble. Tu comprends? On s'en parlait, lui il me donnait sa perspective. Même des fois, on en parlait de notre team de leadership. Parce que ça, c'est un autre. Le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est pas mon idée qui gagne, it's the best idea wins. C'est la meilleure idée qui gagne. Ça, c'est super important en tant que CEO. C'est pas l'idée du CEO qui gagne, c'est la meilleure idée de l'équipe qui gagne. Pourquoi? Parce que quand tu lances une idée dans un groupe, ça crée un effet levier. OK, toi, tu as une idée. Là, on a toutes différentes perspectives, on a tous différents backgrounds de vie. Ah, t'as-tu pensé à telle affaire? Ah, oui, parfait. Là, l'idée, on dirait qu'elle ça fait un vortex vers le haut. L'idée a grandi en dedans d'une heure. Boum! Puis là, à cause qu'on est 5-6 personnes à la table, l'idée est devenue une idée incroyable. Si on fait souvent ça, on va souvent launcher nos idées de même. Mais en général, les grosses décisions, on les prend toutes ensemble. Puis, je dirais, on est pas mal d'accord sur 90% du temps. On trouve un consentement ensemble. L'autre 10% du temps, si on n'est pas d'accord, c'est le CEO qui va trancher, qui va prendre la décision. Puis, on a accepté les deux que c'était pour être ça. Puis, au début, c'était moi. Puis, Guillaume avait 100% confiance dans moi. So, il me laissait moi prendre cette décision-là. Puis, moi, je jouais le rôle du leader de la compagnie à ce moment-là, puis lui, il jouait le rôle du follower dans ces moments-là. Puis, ça marche super bien. J'ai-tu tout le temps fait des bonnes décisions? Non, j'ai fait des gaffes, moi. J'ai fait des gaffes. Est-ce qu'il est venu me voir puis il t'a pissé off après moi? Jamais. Il n'y a pas une fois où il y avait du ressentiment. Pourquoi? Parce que c'est ça notre entente. So, quand que le rôle est maintenant renversé, c'est maintenant rendu à mon tour de devenir le follower. C'est rendu à mon tour d'être humble. C'est rendu à mon tour d'accepter que c'est lui maintenant qui a ce rôle-là. Puis c'est lui faut qu'il tranche l'idée. Mais encore là, une fois, on fait le même processus. 90% des décisions, on est pas mal d'accord ensemble. Puis l'autre 10%, c'est lui qui tranche, puis c'est lui qui prend la décision. Fait qu'il y a tout le temps juste une personne qui prend la décision au final. Déjà, ouais. ça simplifie les choses. Ouais. Puis... ouais. Au bout de la ligne, on veut avancer. Puis s'il y a bien une chose que j'ai compris en business, il ne faut pas que tu sois stagnant. C'est mieux de prendre une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision. Nice. Puis plus tôt dans la conversation, on parlait de vendre son futur, c'est un peu comme prendre la dette. Hein? Ouais. Tu prends un risque en faisant ça. Mais parlons de dette. C'est quelque chose qui peut permettre de faire accélérer la croissance d'une entreprise. S'endetter pour aller chercher de la formation, s'endetter pour aller chercher des consultants, s'endetter pour engager quelqu'un de plus qui va vraiment nous aider. Est-ce que vous avez déjà, dans vos 9 années, dépensé plus une année que ce que vous avez gagné? 100%. On n'a jamais emprunté de l'argent, mais on a déjà été en déficit pour réinvestir dans le business. Okay. Ce qui veut dire qu'on empruntait de l'argent envers la compagnie. C'est pas emprunté, mais c'est comme on avançait de l'argent pour investir dans le team puis investir dans le growth. Donc, c'était toi ou c'était la compagnie. OK. On utilisait le cash flow pour investir dans le business, pour être capable de grandir, puis pour être capable de devenir une business qui est très profitable. OK. Puis pourquoi vous n'avez jamais pris de dette? Parce qu'on était capable d'utiliser, on avait un bon cash flow, on était capable d'utiliser ce qu'on avait comme ressources pour investir, mais ça faisait que pendant plusieurs années, on avait soit des pertes ou on arrivait à break-even, qui faisait qu'on ne pouvait pas se payer de dividendes ou on ne pouvait pas nécessairement se payer des gros salaires. Pendant plusieurs années, je me payais un salaire de 60 000 $ par année pour gérer une grosse entreprise. Basically, ce qu'on faisait, c'est on allait all-in sur nous autres-mêmes. Puis, c'est pas arrivé des fois où vous auriez voulu faire un investissement puis vous ne l'avez pas fait parce que vous ne vouliez juste pas prendre de dette ou vous avez toujours été capable de suivre toutes les voies qui vous intéressaient sans en prendre? Oui. Okay. Mais on avait une dette. On avait une dette envers nous-mêmes. Tu comprends? On avait une dette envers... quand tu fais une année de perte, mettons, exemple, tu perds, exemple, 100 000, tu es déficit de 100 000, mais c'est une dette envers la business, c'est une dette que tu as... 100 000 là, il n'existe pas, tu sais. Ouais. Oui, on l'a fait, mais on l'a fait envers nous-mêmes. Je comprends. Ouais. OK. Écoute, je pourrais go on and on and on à te poser des questions sur comment tu runs ta business. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais je pense que là où tu pourrais amener le plus de valeur pour tout le monde en ce moment, ça serait de nous parler justement de ta spiritualité. Fait que Dan, spiritualité, mindset, c'est quelque chose de très fort chez toi. Tu as beaucoup cheminé, tu t'es fait coacher, comme tu as une belle expérience là-dessus, puis
on le voit, ça te sert dans ta business de façon monumentale, mais ça te sert aussi dans ta vie personnelle. Fait que c'est quand que tu as commencé à travailler sur ton développement personnel, ta spiritualité? C'est où que ça a commencé, puis comment? Dans le fond, il y a plusieurs choses qui m'ont fait pousser vers là parce que j'avais un peu pas le choix. Dans le fond, en 2000... Ouais. En 2016, l'année que j'ai commencé ma business, right? En 2016, pour que le monde ne le sache pas, j'avais un fils qui s'appelait Nico, un beau petit garçon. J'étais jeune quand je l'ai eu, je pense que sa mère a tombé enceinte, moi j'avais 18 ans, j'étais vraiment jeune. Puis ensuite, il est venu au monde, j'avais 19 ans. Je te dirais, c'est la plus belle expérience humaine que j'ai jamais eue de ma vie, c'est d'avoir un enfant. C'était incroyable sur plusieurs aspects spirituels. Tous les parents qui ont vécu une naissance comprennent ce que je veux dire. Puis ça t'amène à une certaine responsabilité. Tout d'un coup, tout fait du sens. Tout a un sens. Tu veux travailler encore plus fort pour être capable d'amener ça pour ton enfant. Puis tu sais, ils sont tellement purs, sont tellement connectés à Dieu, sont tellement simples. Puis t'amènes tellement une joie de vivre que aucune autre expérience humaine peut te donner. Malheureusement, la vie, des fois, fait des tournures où c'est pas nous qui contrôle. Puis en 2016, sans rentrer dans les détails, j'ai perdu mon fils. Je pense que j'avais 19, 20, 21, 22, 23, 20. J'avais 24 ans, 24 ans. J'ai eu un enfant très jeune, mais j'ai aussi perdu mon enfant très jeune. Puis je venais juste de finir 3-4 ans de franchise. Puis ça faisait 1 an que j'étais en business. C'était la pire année de ma vie, comme tout parent peut comprendre. Mais ça m'a poussé dans une direction qui m'a vraiment challengé. C'est-à-dire, j'ai pris beaucoup de challenges dans ma vie, mais ce challenge-là, puis tu sais, je travaille encore là-dessus aujourd'hui. Même aujourd'hui, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis à cette heure. C'est quelque chose que j'accepte, c'est quelque chose que j'apprenne à vivre avec. Je parle beaucoup de la dualité. Quand je disais tantôt, puis je vais même aller à l'extrême. Puis il y a peut-être du monde qui ont vécu une expérience comme moi qui vont peut-être me challenger là-dessus. C'est pour ça que je vais dire que ça fait partie de mon expérience à moi. C'est pas nécessairement que tout le monde le voit de même, mais moi, c'est de même que je le vois, puis c'est de même que je l'ai vécu, puis c'est de même que j'étais capable de l'embrasser. Mais moi, je crois vraiment que dans la vie, tout est une dualité. Ça m'a amené la pire expérience de ma vie, mais ça m'a aussi aidé à vivre des choses dans ma vie qui m'a rendu le plus heureux que je pourrais expliquer. Puis je vais rentrer un peu en détail ce que je veux dire par là, parce que ça peut challenger beaucoup un certain concept pour des gens. Mais pour moi, ce qui est arrivé, c'est que il a fallu que je me perds pour me retrouver. Ce que je veux dire pour ça, c'est que j'ai commencé à avoir des gros problèmes d'alcool. J'ai commencé à avoir des gros problèmes de drogue. Puis je suis devenu un workaholic. Qu'est-ce qui veut dire? C'est que je travaillais 100 heures semaine. J'ai perdu ma relation amoureuse que j'avais dans le temps parce que moi et sa mère, on n'était plus ensemble au moment de l'accident. J'ai perdu ma relation amoureuse par ma faute. C'est moi qui ai fucké up, c'est moi qui ai blessé. Ça, c'est une des choses que je regrette beaucoup. C'est la fille que je fréquentais à ce moment-là était une femme incroyable. Mais c'est moi qui ai fucké up vers l'alcool, vers la drogue, vers la dépendance du mal, je te dirais. Quand tu vis des événements de mal dans ta vie, tu prends des mauvaises décisions. Puis, je suis devenu addicté à avoir une mauvaise vie, dans le fond, je te dirais. C'est un peu ça que la façon dont je le vois. Puis, c'est ça. Je n'étais pas un gars qui buvait beaucoup généralement, mais quand je buvais, c'était une dérape, puis dérape après dérape. J'ai commencé à faire des gaffes, j'ai commencé à blesser des gens émotionnellement. Je me suis blessé plus que je n'ai jamais blessé quelqu'un d'autre. Je me suis beaucoup blessé émotionnellement. Puis ça m'a amené une place où en 2019, j'étais au party job à mon frère, son party business. Puis c'est la dernière fois que j'ai bu. Ça fait 5 ans de ça. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis sobre.
Félicitations. Merci beaucoup. C'est quelque chose que je suis vraiment fier parce que c'était pas facile de me rendre là. Mais c'est ça que je disais tantôt, la dualité, c'est que ce chemin-là m'a amené à prendre le côté de la sobriété. Puis ça m'a donné accès à la spiritualité. Puis je vais rentrer un peu là-dedans par après, puis qu'est-ce que ça m'a amené. Mais c'est ça, tu sais, je buvais de l'alcool, je faisais de la cocaïne, je travaillais comme un débile, je me tenais avec des mauvaises personnes, je faisais des mauvais choix, tombé aussi dans une sexualité malsaine, qu'on pourrait dire. Puis, tous les pires choix que tu pourrais t'imaginer, je les ai pas mal toutes faites, là, tu sais. Mais tu sais, à ça, il faut en rire. Mais ce qui me l'a fait le plus mal, c'est que en plus d'avoir perdu mon gars, j'ai aussi perdu ma connexion avec lui. Puis c'est là où ce que le monde ne réalise pas, où ce qu'il peut avoir une opportunité côté spirituellement, c'est que même s'il n'est plus là physiquement, tu peux quand même aller te connecter spirituellement. Puis c'est ce trait-là que j'ai appris à travers ce cheminement-là. En 2019, j'étais sur le bord du edge. Tu sais, quand tu es sur le bord de la montagne, là, tu regardes en bas, puis tu es comme chaud dessus, chaud pas. Là. Mais c'est là que je t'ai rendu. Puis c'est fucké parce que, puis encore là, je vais être vraiment humble en disant ça. Moi, je pensais, à cause de ma drive, puis tu sais, comme tu sais, j'ai parlé un peu de comment j'étais quand j'étais jeune, puis le genre de vie que j'ai eu. Moi, je pensais que quelqu'un qui veut se suicider, c'est un lâche. Puis quand je dis ça, je suis vraiment honnête, c'est ça que je pensais. Jusqu'à temps que ça arrive à moi. Puis là, en 2019, je t'ai rendu à la porte où je me suis levé le matin, puis c'était comme la meilleure explication que je peux te donner, Léo, c'est comme tu as une gomme sur ton soulier, puis tu as essayé d'enlever la gomme, mais c'est comme il y a tout le temps un petit morceau qui est encore pris. Là, tu sais, faut que tu poignes comme une fourchette ou un couteau. On dirait comme la gomme n'est pas enlevable. Puis plus tu essaies, pire ça. Oui, puis tu essaies de l'enlever, mais c'est comme une pensée suicidaire. C'est un peu semblable à ça. C'est comme, dans ta tête, tu veux pas te suicider, tu veux plus avoir ces pensées-là, mais elle est là pareil. C'est vraiment fucké comment ça se passe. Puis ça a duré une journée. Je me sentais vraiment pas bien. Je décidé de pas aller travailler cette journée-là. Le lendemain, les pensées sont encore là. Puis j'avais 3-4 estimés de toiture, je m'en souvenais. Puis c'est là que j'ai appelé mon partner Guillaume. J'écoute Bud. J'ai dit, tu veux faire les estimés avec moi? Je me sens pas bien, mais je veux juste être là. Tu peux juste... Tu sais, je pense qu'il a compris que j'allais pas bien. Puis ça, il m'a même pas posé de questions. Il m'a supporté. Il est venu faire les estimés avec moi. J'ai resté dans le truck. J'avais juste besoin de la compagnie. Parce que c'est ça que j'avais besoin. Je n'allais vraiment pas bien. Puis là, je suis arrivé le soir. Ça m'a un peu aidé. Ça m'a donné un petit coup d'air. Puis quand je suis arrivé à la maison le soir, j'allais encore pas bien. Là, j'ai appelé mon oncle Armand. Tu sais, le gars, je te parlais quand j'étais jeune, l'histoire des cravates, des suits, mais ça, il a tout le temps été un peu dans ma vie. Puis il m'a tout le temps donné des bons conseils. J'ai appelé mon oncle Armand. J'écoute mon oncle, je fais le pas bien, tu peux venir à la maison. Il dit, ouais, parfait, je m'en viens. Puis là, c'est super important. La prochaine chose qui est arrivée dans mon histoire, ça a changé ma vie. Mon oncle Armand arrive à la maison avec son juicer, un juice machine. Il arrive là avec des fruits, des légumes, puis qu'est-ce que tu fais là? Il dit, m'en vais prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux pas avoir de juice, j'aime pas ça, des affaires. Tu sais, j'étais comme négatif, puis j'allais pas bien dans ma tête, right? Il dit, je m'en calisse, je te fais un juice, tu vas boire le juice. OK, parfait. So là, il met tout ça là-dedans, les juices, tout ça. Il fait un gros juice, il y avait des carottes, du céleri, des piments rouges, j'avais des oranges, des pommes, puis il a fait des ananas, un méga juice. Passé dans le juicer, puis j'ai calé le juice au complet. Il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Les pensées suicidaires disparu en dedans de 3 secondes. Ce que j'ai réalisé après, puis by the way, je ne suis pas un docteur. Je ne dis pas qu'en faisant ça, ça va tout régler les pensées suicidaires à tout le monde, mais pour moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai pris le juice, en 3-4 secondes, les pensées suicidaires sont parties. Puis ce que j'ai réalisé par la suite, c'est que ça a créé un balancement chimique. Parce qu'apparemment, que j'ai appris, c'est que quand tu vis un gros moment de stress, ça crée beaucoup de cortisol, ça crée des choses que chimiquement dans ton cerveau, tu es débalancé. Puis ça peut créer un side effect, ça peut créer des pensées suicidaires ou de la dépression ou juste avec des pensées négatives. En prenant toute
tout ce juice de vitamines, minéraux, puis tout ce qui nourrit, ça a balancé mon cerveau chimiquement. En tout cas, c'est ça ce que je crois qui est arrivé. Je ne suis pas un docteur, mais c'est ça ma croyance. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu clair. C'est comme un quantum leap. Boom! Wow! Ça, là, j'ai réalisé, OK, maintenant, j'ai un outil pour m'aider. Sur le lendemain, quand je me suis réveillé, il y a d'autres petites pensées suicidaires qui sont apparues, vraiment bien moins intenses que c'était. Je me suis fait un juice, disparu again, back to work. Back to work. Puis, c'est cette journée-là que j'ai décidé que je lâche de boire. Puis maintenant, ça fait 5 ans que je ne bois plus. Puis ma vie a changé. 3 mois après ça, que j'ai lâché de boire, c'est là que j'ai rencontré mon coach Denis. Ça, c'est vraiment là que j'ai commencé à me faire coacher dans le développement personnel, dans l'être. Puis vraiment apprendre à me connaître, aller rentrer dans mon passé, rentrer dans mes forces, mes faiblesses, toutes les blessures que j'avais aussi, de me pardonner moi-même pour toutes les choses que j'ai faites à d'autres gens, aussi de me pardonner parce que je me sentais coupable de l'accident à mon fils, parce que j'aurais aimé ça de passer plus de temps avec lui. Je me sentais coupable de ne pas avoir été autant là pour lui, parce que moi, dans ma tête, j'étais un entrepreneur. Puis, j'avais vraiment une belle relation avec sa mère. On était vraiment des bons amis, puis on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Mais j'aurais aimé ça être capable de passer plus de temps avec. Puis là, à un moment donné, après, j'ai commencé à faire de la méditation. J'ai commencé à faire beaucoup de méditation. J'ai commencé à m'entraîner. Je faisais de la boxe avant, mais là, j'ai vraiment rentré encore plus sérieux dans la boxe. Puis, j'ai commencé à faire des marathons. J'ai commencé à faire des ultramarathons. Puis, j'ai vraiment été capable de connecter avec qui je suis vraiment en dedans de moi. Puis, spirituellement, je suis capable de me connecter avec mon fils. Je suis capable d'y parler. Je suis capable de l'aimer. Je suis capable de le ressentir. C'est peut-être pas la même genre d'expérience que j'aurais voulu, humaine. C'est sûr, j'aurais aimé ça être capable de le voir grandir. J'aurais aimé ça d'être capable de vivre des moments. J'aurais aimé ça être capable d'être père pour lui. J'aurais aimé ça être capable de le voir jouer au hockey. C'est toutes des choses qui me font beaucoup de peine. Ceci étant dit, j'ai l'opportunité d'y parler. La plus grande chose que j'aime faire, c'est de l'aimer. C'est de penser à lui puis de l'aimer. Sur ça me donne... puis je peux juste faire ça quand je suis connecté avec moi-même puis quand je suis bien avec moi-même. Parce que si je suis déconnecté puis je suis pas bien moi-même, je peux pas aimer personne, je peux même pas aimer lui. Ça m'a donné un edge où il faut vraiment que je prenne soin de moi. Il faut vraiment que je crée un écosystème dans ma vie où je peux prendre soin de moi, prendre soin de faire certain que je ne me rende pas. Parce que, tu sais, c'est pas quelque chose de linéaire, là. Tu sais, là, je parle, puis le monde va voir mon succès, puis le monde va voir où je suis rendu aujourd'hui. C'est pas du jour au lendemain, j'ai arrêté, puis tout est beau, là. Non, mais ça aide à comprendre. C'est ça. Puis, il y a une trail là-dedans, tu sais. Un gros merci, Dan, de partager tout ça. C'est super personnel ce que tu partages, puis je suis sûr que ça va amener beaucoup de contexte et de profondeur à tout ce que tu vas nous expliquer après. Puis c'est correct que ce soit tu nous donnes un aperçu général, tu sais, que ça a l'air simple, là. C'est plus complexe que ça, on le sait tout dans la vie, mais c'est le fun d'avoir un espèce de gabarit de c'est quoi prendre soin de soi, c'est quoi de s'écouter, puis de travailler sur soi. Tu sais, la meilleure chose que je peux dire aux gens, c'est que c'est possible. OK? Je veux dire c'est possible parce que you have to do the work. OK? C'est possible que même si une tragédie arrive dans ta vie, que tu peux être heureux. Parce que je suis la preuve de ça. Aujourd'hui, je suis dans une position où je suis le plus heureux que j'ai jamais été dans ma vie, même à travers ce que tout s'est passé. Mais j'ai travaillé pour. Je travaille encore pour. Il y a des journées que c'est plus difficile que d'autres. Il y a des journées où que même cette tragédie-là m'affecte encore. Ceci étant dit, je suis le plus heureux que j'ai jamais été. Puis, je suis capable de connecter avec lui plus que jamais. Je suis capable de le ressentir, je suis capable de l'aimer, je suis capable de le voir. Puis, tout le monde vit la vie différemment, tout le monde vit ces tragédies-là différemment. Mais le meilleur conseil à des gens qui vivent des tragédies semblables, c'est, première étape, c'est croire que tu peux redevenir heureux. C'est correct de ne pas être heureux dans le moment.
C'est correct de vivre la peine. C'est correct de vivre ton deuil. Puis c'est quoi? C'est même correct d'être fâché après la vie. C'est correct parce qu'il faut que tu le vives. Puis c'est ça que j'ai catché, c'est qu'il fallait que je vive ça. Ça faisait partie de mon cheminement de vie humaine. C'est qu'il fallait que je passe à travers ça pour grandir. Est-ce que je suis d'accord de la façon dont ça s'est passé? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est la façon dont je voulais que ça se passe? Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas ça que je voulais. Ceci étant dit, c'est ça qui est arrivé. C'est ça que la vie m'a donné. So, à ce temps que la vie m'a donné ça, faut que je l'accepte. Puis il faut que j'apprenne de ça, puis il faut que je l'embrace, puis il faut que je trouve une façon d'être capable d'être heureux même avec ça. Puis c'est ça qui m'a poussé à avoir une vie saine pour être capable de débarrasser de tout le mal puis toutes les mauvaises choses que j'ai faites, pour être capable de revenir dans un état de conscience où je peux aimer mon fils puis vivre une expérience parallèle avec lui. Puis... Fait que tu me dirais, tu sais, encore une fois, peut-être tu vas nous donner ta recette. On aimerait l'avoir. Il n'y a pas une recette pareille pour personne, mais c'est tout le temps le fun quand même d'entendre un peu, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta recette? C'est quoi prendre soin de ta tête? C'est quoi prendre soin de ton cœur? C'est quoi prendre soin de ton corps? Moi, ma recette, j'appelle ça bâtir ton écosystème de ta vie. OK? Number one, aie un coach. Que ce soit un thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre, que ce soit un coach de vie, que ce soit un mentor, que ce soit un collègue de travail, que ce soit une meilleure amie. Je dirais peut-être pas meilleure amie parce que c'est trop personnel, mais quelqu'un qui peut te challenger, quelqu'un qui n'a pas peur de dire tes 4 vérités, puis quelqu'un qui n'a pas peur de t'observer puis de dire vraiment ce qu'il voit de toi. Ça, là, je te dis, c'est l'affaire qu'on sous-estime toute. C'est super important d'avoir quelqu'un dans ta vie que tu t'assis, puis tu comptes ta vie, puis tu dis, tu sais quoi, mon chum, ça, c'est pas bon, là. Comme, réveille-toi, là. Ça non plus, c'est pas bon, by the way. Hey, puis qu'est-ce que tu fais ici, là? T'as-tu pensé à ça? Ah, puis by the way, comme, t'es-tu à regarder dans le miroir là, quand tu chiales de telle affaire? T'es-tu à regarder toi, tu sais? Ça prend quelqu'un qui peut t'amener ce côté-là. Puis, tu sais, il y a des professionnels là-dedans. Moi, j'ai un coach qui est spécialisé dans l'être, mais il y a plusieurs personnes de différents domaines, tu sais, thérapeutes, psychologues. Tu sais, moi, je conseille fortement d'avoir quelqu'un dans ta vie, dans ton écosystème, comme outil de travail. OK? Ça, c'est number one. Number two, il faut que tu fasses du sport. OK? C'est super important qu'il faut que tu choisisses un sport. Ça n'a pas de différence c'est quoi. Choisis ce que tu aimes, puis fais du sport 3 à 5 fois semaine. Super important. On est des êtres à bouger. On n'est pas fait pour être assis. On n'est pas fait pour être stagnant. On est fait pour bouger. On est fait pour créer de l'énergie, générer de l'énergie. Puis nos cellules, s'ils ne bougent pas, ils meurent par en dedans. Puis c'est ça que tu ressens. La dépression, c'est parce que le monde ne bouge pas. Le monde reste stagnant. Que ce soit à ta job, que ce soit dans ta vie personnelle, si c'est pas quelque chose qui fait que tu avances dans ta carrière ou si c'est pas quelque chose que tu avances physiquement, la dépression apparaît. C'est aussi simple que ça. J'ai le plus de challenge que probablement que je de n'importe qui dans mon entourage. Puis je suis le plus heureux que tout le monde qui est autour de moi. Pourquoi? Parce que je prends soin de moi, qui fait que les challenges, c'est excitant. Je me lève le matin, je suis fucking excité, je suis craqué, je suis primé pour aller vivre la vie. Puis c'est ça qu'on est ici pour. Sur ça, je te dirais, number two, c'est faut que tu fasses du sport. Faut que tu sois capable d'exprimer tout physiquement. Faut que tu sois capable d'exprimer ta frustration. Faut que tu sois capable d'exprimer ton énergie. Faut que tu sois capable d'exprimer aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Puis quand tu fais quelque chose de physique dans un sport, ça crée plusieurs aspects. Tu peux avoir des sports de groupe, tu peux avoir des sports individuels, mais peu importe, tu vas chercher beaucoup de valeur là-dedans. L'autre chose que je te dirais, c'est le développement personnel. Lis des livres, écoute des podcasts, écoute des Audible dans ton char. Le monde, il dit « Ah, j'ai pas le temps. » C'est pas vrai, on a tout le temps. Les livres audio, tu peux les écouter en conduisant, exactement dans le métro. Ça. Tu vas à la job, tu vas dans le métro, écoute des audios. On est ici pour grandir. Va tester ta perspective. Va tester tes beliefs. Comment tu dis ça en français, tes beliefs? Tes croyances. Va tester tes croyances. On a toutes des faux croyances. On a toutes des croyances qui nous limitent à être dans le plein potentiel. Va tester ça. Puis, je te dirais, l'autre aspect, c'est la santé. Mange bien. OK? Crée-toi
crée-toi une nutrition qui fit qui que t'es. Moi, j'ai une grande croyance envers la viande. C'est pour ça que je vais à la chasse. Je vais à la chasse à l'orignal, je vais à la chasse à l'ours, je vais à la chasse au chevreuil. Premièrement, j'ai été élevé là-dedans. Ça, c'est un sentiment d'appartenance pour moi. Deuxièmement, j'aime l'aventure. Ça, c'est une aventure qui est extrêmement importante pour moi. Je vais à la chasse, j'ai tellement du fun. En plus, c'est une expérience spirituelle parce que je connecte avec la nature. En plus, ça m'aide à apprendre à avoir du respect pour l'animal puis la nature qui est Dieu pour moi. Puis pour ce que tu manges. Puis en plus, c'est moi qui pogne ce que je mange. Puis en plus, je mange quelque chose qui est super clean. Notre société, en ce moment, on a de la malbouffe dans tout notre système d'alimentation est mal bâti, qui fait qu'on ne mange pas de la bonne nourriture. Puis quand on ne mange pas de la bonne nourriture, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand je disais l'exemple que j'étais en crise de suicidaire, j'ai juste bu un juice, puis boum, tout est allumé. Tout est devenu back to normal en dedans de 3-4 secondes. Pourquoi? Parce que j'avais de la malnutrition. J'exprimais ma dépression puis mes pensées suicidaires à travers. Qu'est-ce que tu penses que je mangeais? Je mangeais de la pizza, de la poutine, je buvais de la liqueur, je buvais de la bière, je fumais du weed. Tu comprends? Je faisais tout ce qui n'était pas bon pour moi, qui faisait que ça alimentait ma crise. Tu sais. Évidemment que j'ai pris une alimentation saine, boum, je suis devenu alerte, je suis devenu conscient, tu sais, je suis devenu aware. C'est super important de prendre soin de notre awareness. Puis après ça, une autre chose que je te dirais que ce serait bon d'avoir dans ton écosystème, c'est des relations importantes. OK? Ça, c'est bon de prendre soin d'une bonne relation amoureuse. OK? So, de bien choisir ta femme ou ton homme. Ça, c'est super important parce que ton environnement va jouer un huge impact dans ta vie. So, fais sûr, la personne que tu vis avec, c'est la personne où vous avez une bonne amitié, puis vous avez une bonne communication, vous êtes capable de vous dire tout. Moi et ma femme, là, quand j'ai rencontré ma blonde, j'ai tout dit qui j'étais. Aucune cachette, elle sait tout sur ma vie. Toutes les pires choses que j'ai faites, j'y ai dit parce que c'est super important que je peux tout le temps être honnête avec elle. Pourquoi? Parce que des fois, je vais être honnête avec elle, elle va me dire, elle va m'auto-correcter. Ouf! Dan, t'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Là, elle va me donner sa perspective. Je dis, j'ai pas pensé à ça. Ouais. C'est ça que ça donne, l'honnêteté. Quand tu peux être honnête avec le monde que t'aimes, puis le monde qui t'aime, ils peuvent donner une bonne perspective. Une autre affaire que je vais conseiller, c'est avoir une personne où ce que tu peux te confider. J'appelle ça un best friend, un meilleur chum. Où ce que cette personne-là, tu peux lui dire tout ce que tu penses, comment tu vois la vie, puis il ne te jugera jamais, puis il va tout le temps pouvoir donner sans perception, puis il va pas être honnête à 100% avec toi sans être blessé. Ça, c'est super important aussi, d'avoir ce genre de relation-là. Puis après ça, la dernière partie de mon écosystème, c'est de faire quelque chose que tu aimes dans ta vie. Ça, c'est de trouver qu'est-ce qui est ta passion. C'est de trouver c'est quoi la chose qui t'attire en tant que job, carrière ou business. Puis tu sais, je sais que je suis conscient que des personnes ils ont des jobs en ce moment, ils ont des commitments financiers, ils ont des familles. C'est peut-être pas quelque chose que tu peux faire du jour au lendemain, mais au moins, commence à temps partiel. Ou même si c'est juste une passion comme faire de l'art, un peu comme tu fais, un peu comme qu'on fait. C'est de vraiment aller chercher un aspect où tu as de la passion puis vivre cette passion-là. Ça te donne un vraiment bon sens dans ta vie. Tu fais-tu encore de l'art? Pas autant qu'avant. Je vais être honnête avec toi, mais je suis en train de me setter un studio dans mon garage. Là. OK. Ouais, je vais recommencer à en faire pas mal plus. C'est quelque chose que je faisais avec mon gars. C'est moi que j'ai commencé à faire de l'art. C'est quelque chose que je faisais avec Nico. Puis à Noël, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des toiles d'or. Puis on donnait ça à sa mère, ses deux grands-mères, puis ma soeur. Puis c'est ça les cadeaux qu'on faisait ensemble pour notre famille. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis je te dirais, depuis son accident, je n'ai fait un peu ici depuis là. Mais encore là, de l'art, il faut que tu sois créatif, il faut que tu sois connecté. Puis c'est quelque chose que je redéveloppe dans moi-même pour être bien avec moi-même, pour être capable d'exprimer ça à travers l'art. Puis le dernier morceau du puzzle, c'est donner au suivant. Donner au suivant. Tu sais, le purpose, pourquoi je suis sur le podcast, c'est pour inspirer les gens. C'est juste ça, c'est donner au suivant. De trouver une façon, tu sais, durant les dernières années, j'ai fait plusieurs levées de fonds pour des enfants. J'ai fait plusieurs, tu sais, quand je passe à côté de sans-abri, je leur donne de l'argent. Tu sais, juste des petits, donne au suivant. Pas besoin d'être gros, juste donne au suivant.
Ça peut être prends soin de ta famille. Passe du temps avec ta soeur, passe du temps avec ton frère. On est tous occupés. Puis ça, c'est une affaire que j'ai réalisée. Puis ça n'a pas été facile à mettre en place. Puis même là, je travaille encore là-dessus. Tu sais, j'ai commencé à avoir des buts de famille. Pourquoi j'ai commencé à avoir des buts de famille? Parce que, surtout en tant qu'entrepreneur, on est super occupé. C'est aussi pas de but de famille, mais ta famille, tu passes pas de temps avec. J'ai commencé à faire des petits voyages avec mon père, j'ai commencé à faire des petits voyages avec ma mère, j'ai commencé à faire aller au spa avec ma soeur. J'ai commencé à organiser un Thanksgiving pour ma famille qui fait qu'on n'avait pas ça en place. C'est toutes des petites affaires où le monde pense que pour être heureux, il faut faire des grandes choses. Non, c'est pas vrai, c'est des petites choses qu'on se rend heureux. Les grandes choses, c'est une conséquence des petites choses qu'on fait bien. Okay? Ça m'a pris longtemps à comprendre. Je vais le répéter parce que c'est super important. Les grandes choses qu'on accomplit dans la vie sont des conséquences des petites choses qu'on fait bien. Puis, être heureux, c'est une conséquence de passer du temps avec du monde qu'on aime. C'est ça que c'est être heureux. C'est pas à cause qu'on fait bien de l'argent, c'est pas à cause qu'on crée des grosses business qu'on est heureux. La seule chose que ça fait, créer des business, c'est que ça fait que tu apprends à te connaître, ça te pousse, ça te fait grandir, puis ça va donner bien des ressources pour être capable d'aller vivre des expériences. That's it. C'est pas à cause que je fais de la business que je suis heureux. C'est à cause que je passe du temps avec du monde que j'aime que je suis heureux. Mm-hmm. Ouais. Ben, Dan t'a donné au suivant, déjà. Mais j'admire la clarté que tu as de vision sur la vie. Ben, merci, mon chum, je l'apprécie. Puis ça paraît le cheminement que tu as fait, puis il n'y a rien qui arrive pour rien, puis t'es beau à voir, puis t'es une belle personne, puis c'est parce que tu donnes, parce que t'es humble, parce que tu développes ça, puis t'entretiens ça, puis t'as fait des choix difficiles, comme arrêter de boire, mais plein d'autres petites actions qui fait qu'aujourd'hui, ben j'espère que tu es conscient, puis je suis sûr que tu l'es, de où est-ce que tu es rendu. Ta business, c'est comme le type du iceberg. Ouais. C'est ce qu'on voit, mais c'est le résultat de tout ce que tu as fait. Fait que je te lève mon chapeau, puis je suis content de t'avoir dans ma vie, puis de t'avoir comme inspiration. Je l'apprécie beaucoup. Puis, dernier petit message j'aurais pour tout le monde, surtout pour les jeunes de 20 ans, c'est tout est possible. Ça, c'est... Moi, dans ma tête, là, c'est tout est possible. Je suis un jeune, pas éduqué, du fond des bois. Puis, je suis allé expérimenter la vie, puis je suis allé créer une vie que je voulais créer. Puis, tout ça pour vous dire que tout est possible. Tout est possible. Peu importe ce que vous avez dans votre tête, just go out there, try it. Puis, le pic va arriver si vous allez fêler, puis recommencer. Fait que c'est quoi que tu vends au futur là, en ce moment? C'est quoi le futur que tu vends en ce moment? En ce moment, le futur que je suis en train de vendre, c'est de bâtir une famille. So, pour revenir un peu tout là-dessus, j'ai rencontré une fille extraordinaire. Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Je viens de me fiancer. Puis, c'est une autre des raisons aussi pourquoi que je prends un peu de recul en business pour passer un peu plus de temps avec ma femme. Je veux bâtir une famille avec elle. Je veux me marier. On se marie l'été prochain. Puis, la prochaine étape, c'est de bâtir une famille. Puis, aller tester mon côté balance dans la vie. C'est pas toujours facile pour qui je suis. Mais c'est ça qui est mon focus en ce moment. C'est de m'exprimer à travers la business, d'avoir un bon style de vie, quand même avoir la drive, continuer à m'entraîner dans la boxe, faire des combats de boxe, mais aussi d'aller bâtir une belle petite famille. Ben Dan, merci énormément pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'espère que tu vas revenir sur le podcast un jour, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aimerais entendre sur toi. Puis, écoute, y a-tu quelque chose que tu aimerais partager de plus, une dernière affaire avant qu'on wrap up? J'ai peut-être une ou deux questions encore pour toi. C'est parfait. La seule affaire que je peux rajouter aussi avant tes questions, c'est, tu sais, ayez pas peur de qui vous êtes, OK? On a toute une dualité. Il y a toutes des choses de qui qu'on est qui est bon. Il y a toutes des choses de qui qu'on est qui est moins bon. Acceptez ces deux bords-là. Acceptez que vous avez des choses bonnes, puis accepte aussi que tu as des choses moins bonnes. Puis si tu fais des choses qui sont moins bonnes, apprenez à être aware de ça, puis allez les corriger. OK? Passez pas à travers votre vie en pensant que vous n'allez pas blesser des gens ou vous n'allez pas faire des erreurs. C'est faux. Vous allez blesser des gens, vous allez faire des erreurs. Ce qui est important, c'est être assez humble et aware que quand vous faites ça, de le reconnaître puis aller réparer. C'est ça la maturité. C'est ça être un leader. C'est ça être une bonne personne.
Une bonne personne, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait pas de mauvaises choses. Une bonne personne, c'est de reconnaître ce qui fait de mal, puis aller le réparer puis le corriger. C'est vraiment bon, ça. Dan, y a-tu quelque chose que nous, Vision Dev ou notre audience peuvent faire pour toi, t'aider? Y a-tu une cause en ce moment que vous supportez? Y a-tu du recrutement que tu es en train de faire? Y a-tu quelque chose que tu aimerais offrir ou pas nécessairement. féliciter l'audience? Tu sais, c'est sûr que tu m'inspires beaucoup. Puis, tu sais, je suis en train de bâtir une équipe d'entrepreneurs où on commence à investir dans les gros projets immobiliers. Puis, on est en train d'en faire un en ce moment. Puis, je pense que la prochaine étape, ça va être, tu sais, on va en parler. On va vraiment faire de la business ensemble. Ça, c'est excitant. J'ai hâte de pouvoir investir dans votre... C'est live sur le podcast, là, comme c'est les débuts de quelque chose. On peut couper ça ou... non. Non, mais on en a déjà parlé. On a déjà parlé, puis je pense qu'on s'enligne vers à faire des gros moves immobiliers ensemble. Ça m'excite extrêmement beaucoup. Mais tu sais, je ne recherche absolument rien en retour de ce podcast-là. C'était vraiment pour donner un peu de mon expérience de vie, puis donner une chance aux gens que s'ils voient ça ici, qu'ils pensent que c'est impossible, ou ils pensent qu'il est trop tard, ou qu'ils pensent qu'à cause qu'ils ont vécu une tragédie, que tout est fini, c'est faux. C'est seulement toi-même qui t'empêche à aller vivre ton plein potentiel. Puis il n'est jamais trop tard. Puis peu importe la tragédie que tu as vécue, il n'est encore pas trop tard. Tu peux toujours recommencer à zéro puis quand même gagner. C'est vraiment ça mon message que je voulais donner aujourd'hui, surtout à les jeunes de 20-30 ans. Puis, hey, du fucking fun, man. Tu sais, dans la vie, on est bien trop sérieux. On se pense des adultes, on se pense des hommes d'affaires, on se pense comme faut qu'on arrête ce game-là. Là. Au bout de la ligne, on est juste des humains qui vont avoir du fun. Puis, tu sais, chill the fuck out, man. Comme, aie du fun, aime le monde que tu travailles avec, sois positif, chill out, vive des belles expériences, va vivre des choses que tu aimes, prends du temps pour toi, puis prends des risques, puis explore la vie. C'est ça qu'on est fait pour. Merci pour ces sages conseils, Dan, puis pour le beau témoignage que tu as fait. Merci, mon Léo, puis un gros merci de m'avoir invité. C'était vraiment du fun. Un gros plaisir. Yes. À la prochaine.